Bonsoir à chacune et à chacun pour cette soirée de discussion avec Fatima Wassak. Bonjour Fatima, bonjour tout le monde. Une soirée qui tombe aujourd'hui, pas tout à fait par hasard, puisque nous sommes entre le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, et le 21 mars, Journée internationale pour l'élimination des discriminations raciales. Et c'est entre ces deux dates qu'Etopia a décidé d'organiser chaque année un événement sous le chapeau, je dirais, féminisme, antiracisme et écologie. Alors l'idée, c'est que nous sommes convaincus, vraiment convaincus, et plus que jamais, que l'écologie politique a quelque chose à voir, bien sûr, avec les égalités, avec l'égalité réelle au sein de nos sociétés, mais aussi avec la diversité des luttes contre différents types de discrimination. Et quand on dit quelque chose à voir, ça ne signifie pas seulement une dimension d'une problématique, mais aussi qu'il y a quelque chose peut-être à mieux regarder, à mieux voir, pour pouvoir tisser des liens justement entre les classes populaires, et je mets peut-être des guillemets autour de ces deux mots, les classes populaires qui ne se sentent pas toujours concernées par l'écologie, mais aussi les écologistes qui peut-être assez régulièrement ne comprennent pas toujours bien ce que vivent les classes populaires et diverses minorités dans notre société. Et c'est une invitation forte que je trouve particulièrement interpellante que nous fait Fatima Wassak. Et nous avons voulu la recevoir ce soir en nous disant que c'était vraiment un témoignage, une contribution particulièrement éclairante et peut-être idéale pour commencer cette série sur les égalités sociales, puisque ce sera une des thématiques de travail principal d'Etopia dans les prochains mois. Alors, Fatima Wassak, elle est politologue, elle est consultante en politique sociale et elle est autrice d'un livre déjà fameux qui s'appelle La puissance des mères. Un grand merci, Madame Wassak, d'avoir accepté notre invitation, et puis surtout un merci pour votre livre et vos divers engagements qui nous intéressent déjà depuis un certain temps chez Etopia. Parce que vos réflexions, elles bousculent parfois nos manières de penser, de voir la société dans laquelle nous vivons. Elles éclairent des choses qu'on nous avons intérêt, nous avons besoin de voir mieux, et puis elles inspirent. Et nous savons, je pense, que cet enjeu de l'égalité, de la justice sociale pour les écologistes est clairement lié à des questions de discrimination et peut-être aussi singulièrement aux violences que vivent plus particulièrement certaines catégories sociales dans notre société. Et là, l'actualité, en quelque sorte, nous rattrape. Quand on pense aux violences qui ont eu lieu à Liège le week-end passé, autour d'une manifestation qui était justement destinée à lutter contre le racisme et la violence de policiers contre la jeunesse afrodescendante. Petite parenthèse, moi j'ai été absolument choqué, parce que je ne sais pas si on peut dire encore surpris, des propos de certains leaders politiques ces derniers jours qui ont réutilisé de façon répétée le mot racaille. On a même un représentant d'un syndicat policier qui a dit à Liège: je n'ai vu aucun enfant, aucun jeune, je n'ai vu que de la racaille. C'est quelque chose de particulièrement puissant derrière une telle déshumanisation en fait des jeunes qui ont manifesté à Liège et qui ont de fait exprimé eu des comportements violents. Alors on peut aussi penser à ces dizaines de jeunes également qui ont été arrêtés en marge d'une manifestation contre la justice de classe à Bruxelles il y a quelques semaines et qui ont été maltraités par la police. Et puis on peut penser encore, et il y aurait une liste à faire malheureusement ces derniers mois, mais j'évoquerai encore le cas de la petite Maouda qui a été tuée par un tir policier il y a 2 ans maintenant, dans le cadre d'une traque contre des personnes migrantes déshumanisées pour l'occasion. C'est un contexte qui nous rappelle ces enjeux de violence que nous ne vivons pas tous de la même façon dans notre société. Alors Fatima Wassak, elle écrit dans son livre qu'il faut refuser la résignation des opprimés et contribuer à écrire un récit, pas seulement de l'oppression, de la discrimination, mais aussi un récit de victoire populaire, de victoire décoloniale. Il faut inventer et peut-être habiter une écologie qui soit libératrice, qui soit portée, moi j'aime bien l'expression, qui soit portée par l'amour pour nos enfants et par la lutte contre l'injustice. Et pour cela, nous dit Fatima Wassak, mais elle le dira beaucoup mieux que moi sûrement dans quelques instants,
il faut réinvestir le pouvoir des maires dans des luttes concrètes sur toutes sortes de terrains, école par école, quartier par quartier, institution par institution, du concret autour de l'alimentation, de l'air que nous respirons, de l'espace public que nous devons partager contre les violences. Et je crois vraiment que l'invitation que Fatima nous fait, elle se révèle en plus peut-être plus pertinente que jamais en ce temps de crise sanitaire, une crise qui fragmente la population, qui a renforcé un certain nombre d'inégalités, mais aussi qui a peut-être intensifié le besoin que nous ressentons de collectif, de force puisée dans le collectif et de participation. Alors ce soir, on va avoir la chance d'écouter d'abord Fatima Wassak, et puis nous aurons l'occasion de proposer à 4 témoins engagés de discuter avec elle de ces différentes propositions. Le tout sous la houlette dynamique de Sophie Wüstefeld, qui est conseillère à la prospective chez Etopia et qui va vous présenter nos invités dans un instant. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Merci. À toi, Sophie. Merci beaucoup, Patrick, pour cette belle introduction qui nous renvoie aussi à la réalité du racisme systémique que vivent les personnes afrodescendantes et originaires de l'immigration postcoloniale en Belgique, et pas seulement en France, puisque Fatima Wassak est originaire de France. Donc, les 4 personnes que je voudrais vous présenter ce soir, c'est d'abord Caroline Le Sire, qui est maire et citoyenne engagée, cofondatrice d'Émergence et co-initiatrice du mouvement des maires au front en Belgique. Il y a aussi Aline Nias, qui est un jeune bruxellois de 22 ans, qui a vécu 20 ans dans le Bas-de-Saint-Gilles et qui se résume lui-même en une phrase, un gars qui défonce les portes qu'on lui ferme depuis toujours. Je voudrais aussi vous présenter Aline Desbarros, qui est une jeune mère militante écologiste, longtemps mère au foyer et en reprise d'études dans la province de Liège. Et enfin, Saïda Amarchou, qui est une mère bruxelloise issue de l'immigration, dont l'un des fils de 13 ans seulement a été arrêté par la police le jour de l'an. Donc voilà, nous aurons l'occasion de discuter avec ces 4 personnes engagées, mais avant ça, je voudrais donner la parole à Fatima Wassak pour nous présenter le contenu, la moelle épinière de son ouvrage pour une petite demi-heure. Voilà. Alors, parole est à vous, Fatima. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, je commence par vous remercier Etopia et Sophie en particulier, vous remercier pour cette belle invitation. Je suis ravie d'être avec vous et je suis ravie d'avance de pouvoir discuter tout à l'heure avec les personnes avec lesquelles on pourra débattre de tous ces sujets. Alors, oui, 30 minutes pour présenter le livre. Alors, j'essaie de faire une petite sélection de quelques extraits du livre, mais je vais suivre un peu la chronologie et les différents chapitres du livre. Alors, je vais commencer donc, par le titre « Puissance des mères pour un nouveau sujet révolutionnaire », publié chez La Découverte. Alors, un mot sur la maison d'édition, dire que c'est la maison d'édition de France Fanon, donc je le dis comme ça en glissant, mais ça a été important pour moi lorsque voilà, j'ai été éditée par cette maison d'édition. Voilà, c'était symboliquement important pour moi, et c'est l'une des meilleures maisons d'édition en sciences humaines en France, pour pas dire la meilleure. À propos du titre, la puissance des mères, juste l'analyser un petit peu ce titre, d'abord dire à quel point le mot puissance est important politiquement pour moi, parce que souvent on associe les mères, qu'on appelle les mamans souvent, à quelque chose de très mignon, très doux, et plutôt inoffensif. Les mamans, les mères au foyer, elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de petites choses. Et le fait d'assumer ce mot puissance et de l'associer aux mères, c'était important de dire non, on n'est pas de petites choses, on est même des dragons. Voilà, c'est la figure que j'utilise, j'en dirai un mot tout à l'heure. Mais donc la puissance des mères. Alors les mères dans le livre, c'est un sujet politique qui existe peu.
notamment dans le féminisme. Voilà, ce n'est pas une force politique et stratégique qui est mobilisée, qui est en tout cas assez mobilisée. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Révolutionnaire parce qu'il s'agit d'une rupture, et notamment une rupture que l'on peut opérer collectivement avec la figure de la mère tampon, et je définirai tout à l'heure ce que j'entends par mère tampon, le fait de tempérer les colères. Et si on opère cette rupture, pour moi, ça devient révolutionnaire, puisque nous faisons le monde. Voilà où se situe la révolution, à mon sens. Alors, il y a d'autres sujets politiques dans le livre, notamment le territoire. C'est une autre entrée du livre, et je réhabilite largement le territoire comme également sujet politique et stratégique, c'est-à-dire comment il faut réinventer le territoire, se réancrer dans le territoire, refuser la déterritorialisation vers laquelle nous poussent les pouvoirs publics. Donc le territoire, c'est important aussi parce qu'on peut lire le livre en tant que mère, en tant que parent, c'est vrai, mais on peut aussi lire le livre avec cette entrée quartier populaire. Donc il s'agit dans le livre d'accompagner l'organisation des mères et des parents, c'est vrai, mais il s'agit aussi d'accompagner l'organisation des quartiers populaires. Donc voilà, il y a cette double entrée dans le livre. Et puis enfin, le sujet du livre, alors ce n'est pas le sujet politique du livre, mais le sujet du livre en réalité, ce sont les enfants. Et si j'écris ce livre, c'est pour les enfants en fait. C'est pour réfléchir à comment on protège nos enfants et comment on envisage une alternative au monde d'aujourd'hui, d'exploitation, de domination, une alternative qui serait réjouissante, voilà, et notamment pour les générations futures, pour nos enfants. Alors le livre se décompose en plusieurs parties, 4 chapitres, mais il y a d'abord un petit préambule. Un mot sur ce préambule, en fait, il dit la tension qui existe chez moi, mais je pense chez beaucoup, entre le point de vue situé et l'ambition universelle. Le point de vue situé dont je ne veux pas faire le deuil parce que voilà, moi j'écris en tant que femme issue d'immigration postcoloniale, d'origine marocaine, d'origine riffaine en particulier, qui vit en France, pas n'importe où en France, qui vit en Seine-Saint-Denis, qui vit en particulier dans un quartier populaire, etc. Donc, j'insiste sur ce point de vue situé aussi pour dire à quel point alors que l'on pourrait penser que dans les quartiers populaires en France, rien ne se passe, ce sont des déserts politiques, il n'y a pas de créativité politique, il n'y a pas d'invention politique, etc. C'est aussi pour dire, voilà, nous, on réfléchit aussi, on lutte, on gagne, on apporte des choses au commun. Donc le point de vue situé, pour moi, il est important. Mais je ne fais pas le deuil de l'ambition universelle. C'est-à-dire que quand je parle pas juste pour le quartier, je ne parle pas juste pour les Noirs et les Arabes, je ne parle pas juste pour les musulmans, etc. etc. Je veux que soit reconnue également mon humanité. Voilà. Et le projet politique, en réalité, c'est un projet qui en appelle à notre humanité. Et donc, c'est un projet qui en appelle à notre universalité. Donc voilà, donc c'est une tension alors qui n'est pas complètement résolue dans le livre. Je vagabonde un peu entre le point de vue situé et cette ambition universelle, mais en tout cas, c'est un essai j'ai essayé dans le livre de régler cette tension-là. Alors, pour ce qui concerne l'introduction, elle commence, si vous permettez, je vais lire quelques extraits. Donc, elle commence par la puissance du dragon et par un paradoxe que j'ai ressenti, et je pense que les mères qui sont là sont nombreuses à avoir ressenti ce paradoxe autour de la puissance et de l'impuissance. J'y vais. J'ai vécu le fait d'être mère dans la tension comme un paradoxe. Je me sentais puissante et dans le même temps neutralisée, dépossédée de cette puissance. J'ai vécu le fait de porter la vie et de prendre soin de mes enfants comme quelque chose de stupéfiant. Les jours passaient et je n'en revenais pas. Tout était possible. Quelle chance de pouvoir plonger à nouveau dans l'univers enfantin, sa magie, les jouets, la découverte du monde. Tout était simple, le bien, le mal, ce qui était juste, ce qui ne l'était pas, les gentilles sorcières qui gagnaient la fin contre les méchants princes. J'étais la grande dans l'histoire, je protégeais mon petit. J'avais un pouvoir immense, la puissance du dragon. J'étais prête à tout pour mes enfants. Personne ne leur ferait de mal, j'y veillerais. Ils ne subiraient pas les injustices que j'avais subies, ils connaîtraient les bonheurs que j'ai connus, j'en avais la responsabilité, j'en avais le pouvoir. Mais dans le même temps, pendant les premiers mois de mon aîné, je ne me suis jamais sentie aussi dépossédée et fragilisée. Dès l'accouchement, mes ambitions de dragon ont été endiguées. Je ne décidais pas, je me prenais pour qui ? Je devais m'abandonner aux pratiques obstétricales inadaptées, infantilisantes et brutales, en subir les conséquences et souffrir en silence. La boule au ventre tous les jours. Qu'allaient devenir mes enfants ? Je n'étais pas qualifiée pour en décider.
ou alors seulement à la marge, la couleur des chaussettes, la marque des couches-culottes. D'autres, des experts, se chargeraient de ce qui est important et ils s'en chargeraient mieux que moi. Le corps médical, les industriels, les médias, le ministre de l'Intérieur, celui de l'Éducation nationale, tous allaient prendre mes enfants sous leurs ailes et s'occuper de leur destin. Et confiance, petite maman. Tout ce petit monde allait leur inculquer progressivement, dès leur plus jeune âge, la manière dont le système fonctionne et hiérarchise les individus selon leur classe sociale, leur couleur de peau, leur sexe, leur faire accepter ce système fondé pour l'essentiel sur l'exploitation et la domination, leur faire croire qu'il va de soi, qu'il est le seul possible. À l'époque, je n'étais qu'une mère, c'est-à-dire dans la société actuelle, presque rien, et pourtant, j'étais tout pour mon enfant quand je le tenais dans mes bras pour l'allaiter. Il comptait sur moi, j'étais sa référence ultime. Voilà, donc l'introduction, le livre s'ouvre sur ce paradoxe, donc entre voilà, ce sentiment de puissance, donc c'est pour ça que je parlais du dragon, aussi parce que le dragon, c'est une figure que j'adore en fait depuis que je suis petite, donc tant qu'à faire, autant utiliser une figure que, voilà, pour laquelle j'avais un rapport affectif, aussi pour éviter le champ lexical autour de l'animal auquel on est habitué lorsqu'on est une femme, lorsqu'on est en particulier une mère, donc la louve, les lionnes. Bon, voilà, je voulais éviter justement de tomber dans cette idée d'instinct maternel, de choses comme ça. Et puis aussi parce que le dragon n'existe pas, n'existe pas sauf dans mes rêves. C'est une figure voilà, fantastique et c'est vraiment cette idée de champ des possibles, c'est-à-dire comment on réinvente en fait la mère, les mères, notamment dans nos familles en fait qui sont en évolution, et donc voilà, le dragon n'est pas genré, c'est pas masculin, c'est pas féminin. Et donc je trouvais que c'était une figure intéressante pour continuer un petit peu la réflexion. Pour ce qui concerne ce premier chapitre, tout à l'heure, je parlais de mère tampon et de nécessaire rupture avec la mère tampon. Et le dragon, quelque part, en fait, c'est cette rupture. C'est une figure qui est en rupture avec la mère tampon. Et pour définir un petit peu cette mère tampon, je vais vous lire une petite définition. Tempérer, faire tampon entre le système social et l'enfant, c'est ce qui est attendu des mères. Tempérer la réaction de l'enfant face à l'injustice, tempérer sa colère, calmer le jeu, ne jamais reconnaître auprès de l'enfant les humiliations et les discriminations qu'il subit, au prétexte qu'il pourrait baisser les bras et perdre ses maigres chances de s'en sortir. Au contraire, relativiser, refuser d'écouter l'enfant, le rendre responsable des violences qu'il subit, c'est à lui de s'adapter, à lui de travailler 2 fois plus, à lui de faire des efforts s'il ne veut plus être victime. Être des agents au service du maintien de l'ordre, voilà ce qui est attendu des mères. Voilà ce que je refuse. Cette fonction de mère tampon auquel nous sommes habitués. Alors, en particulier dans les quartiers populaires, pour ce qui concerne les populations issues de l'immigration postcoloniale, les populations non blanches, on attend des mères qu'elles tiennent leurs fils en particulier par la manche pour les empêcher de sortir. Et il y a vraiment ce rôle-là qui est singulier pour ces femmes-là. Mais de manière générale, c'est ce qui est attendu, à mon sens, des mères, de toutes les mères, c'est-à-dire vraiment de tempérer les colères de leurs enfants. Et c'est ce qui fait de nous, les mères, un agent de l'ordre établi, un agent de reproduction sociale. Et bon, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si on rompt avec cette fonction qui est attendue de nous, ça peut être révolutionnaire puisqu'on a ce pouvoir-là d'éducation, de transmission entre nos mains. Il y a un autre concept que je développe dans le livre et qui concerne la désenfantisation. Alors tout à l'heure, Patrick, vous évoquiez le propos d'un policier, si j'ai bien compris, qui disait ne voir aucun enfant, il ne voyait que de la racaille, si j'ai bien noté le propos. Et alors effectivement, vous parliez de déshumanisation, moi je vais un peu plus loin, je parle de désenfantisation, c'est-à-dire ne pas voir des enfants, mais voir en fait des menaces potentielles, des terroristes en puissance, etc. Et alors ce concept de désenfantisation, je rends hommage à quelques fillettes victimes de racisme, victimes de crimes policiers, et ça date pas d'hier, le nom de Maouda a été évoqué. Moi, je rends hommage dans le livre à une petite fille, Malika Yezid. Je vais vous lire le passage. Je regarde si j'ai un petit peu de temps.
12 ans plus tard, en juin 1973, la petite Malika Yezid, 8 ans, est torturée et tuée par des gendarmes dans la cité des Grous à Fresnes. Ce jour-là, les gendarmes recherchent un jeune garçon de 14 ans pour un petit délit. Ils débarquent chez ses parents, cassent tout, ils ne le trouvent pas, ils insultent la mère, frappent le petit frère assis par terre. Les gendarmes attrapent la petite sœur, Malika, qui a encore ses grosses joues de bébé et porte de jolies boucles aux oreilles. Ils s'enferment dans la chambre avec elle pour lui faire subir un interrogatoire. Ils veulent savoir où se cache le frère. Un interrogatoire comme on le pratiquait en Algérie une dizaine d'années plus tôt. La petite a 8 ans, mais cet enfant n'est pas une enfant, c'est une arabe. Mais cet enfant n'est pas une enfant, c'est une arabe. Elle ressort de la pièce en titubant, le corps tuméfié. Elle a reçu plusieurs coups à la tête. Elle s'effondre et tombe dans le coma. Le 28 juin 1973, la petite Malika Yezid meurt des suites de la séance de torture que lui ont infligé les gendarmes. Les autorités déclareront très sérieusement dans un premier rapport que la petite est morte de peur, puis dans un second qu'elle est morte suite à une gifle donnée par son père. Les gendarmes ne seront jamais inquiétés. Les habitants de la cité des Grous subiront, eux, le harcèlement constant des gendarmes, appuyés par la préfecture et les renseignements généraux, pour débusquer les personnes soupçonnées de soutenir les parents yézidis et empêcher toute révolte populaire. Voilà de quoi est capable la Ve République, tuer des enfants de sang-froid, sans pitié, dans l'indifférence générale de la société française. Voilà. Et je pense que pour les personnes qui connaissent bien, je pense qu'en Belgique c'est le cas, l'affaire Maouda, on retrouve la même désenfantisation. Je finis par l'intro par cette idée que voilà, qui pourrait arrêter des mères organisées qui se battent pour leurs enfants. Et ça, c'est l'hypothèse du livre. C'est-à-dire, voilà, si on se met ensemble pour défendre, pour protéger nos enfants, voilà, rien ne pourra nous arrêter. Alors ensuite, il y a 4 chapitres, comme je le disais. Le premier consacré à Bagnolet, donc la ville où je suis née, où je milite, pardon, où je vis, où je milite, où grandissent mes enfants. Alors ce chapitre s'appelle « S'ancrer localement » et c'est tout l'intérêt, l'importance pour moi du territoire, de situer le propos dans le territoire. Alors je raconte dans ce premier chapitre les entraves que j'ai subies d'abord, que nous avons subies ensuite, dès lors qu'on a créé un collectif, les entraves politiques que nous avons subies pour nous empêcher de lutter. Et je montre dans ce chapitre à quel point, pour les personnes, les populations non blanches en France, qui vivent dans les quartiers populaires, avoir le droit de lutter, c'est-à-dire être légitime pour lutter, c'est déjà une lutte en fait, il faut lutter pour être légitime dans la lutte. Je montre à quel point ces entraves viennent notamment du camp progressiste, qui se dit progressiste, qui se dit humaniste, ce camp qui se dit de gauche, et à Bagnolet, il n'y a pas de droite, il n'y a pas d'extrême droite, c'est la gauche qui est aux commandes. Donc à quel point ces entraves viennent de personnes qui se disent communistes, qui se disent écologistes même. Par exemple, moi j'ai subi des entraves de la part d'écologistes sur la question de l'alternative végétarienne, alors que je mobilisais un argument écologiste pour défendre cette alternative végétarienne. Donc rapidement, mais peut-être vous avez ce dispositif mis en place en Belgique, la possibilité pour les enfants qui ne mangent pas de viande d'avoir un repas sain et équilibré à midi. Voilà, donc c'est évidemment écologiste puisqu'il y a une question environnementale, il y a aussi la lutte contre la maltraitance des animaux, etc. Enfin, on peut mobiliser des enjeux d'égalité de traitement, de justice sociale, et donc le camp progressiste aurait dû soutenir cette initiative, et au contraire, évidemment, ils ne nous ont pas soutenus. Au contraire, nous avons été qualifiés de communautaristes, d'islamistes, etc. Et je raconte tout ça, en fait. Et alors, comme le disait Thierry tout à l'heure, je raconte surtout, en fait, à quel point, certes, nous avons été entravés, mais à quel point nous avons gagné. Alors, au bout de plusieurs années, quand même. Alors, sur cette lutte-là, on a aussi lutté pour avoir des ascenseurs qui marchent. Et ça, c'est pas une petite lutte, voilà, parce que en fait, il se trouve que dans certains quartiers, les ascenseurs sont en panne depuis des années, dans des immeubles de 18 étages. Donc, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les femmes enceintes, etc., c'est 18 étages, quoi. Et on s'est battu et on a gagné là aussi. Et c'est pour dire cette question de la victoire, c'est pour dire, voilà, quand on se mobilise, lorsque les mères se mobilisent, notamment en lien, en solidarité avec leurs fils, puisque ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir aussi les garçons du quartier par rapport auxquels on nous pousse à l'opposition. C'est-à-dire qu'on va soutenir les mères qui s'organisent dans les quartiers populaires qu'on appelle les mamans des cités en France,
uniquement si elles se mobilisent contre les garçons du quartier, contre les jeunes hommes du quartier, dans un projet de lutte contre la délinquance, les trafics de drogue, l'islamisation, etc. Donc, mais on n'encourage jamais les maires des quartiers populaires à s'organiser en solidarité, en lien avec leurs enfants et avec leurs adolescents et leurs fils en particulier. Donc là, voilà, c'était aussi pour montrer que voilà, dès lors qu'on est solidaire sur un quartier donné, parents et enfants, parents et jeunes, on peut faire respecter notre dignité, l'égalité et nos droits. Donc ça se finit bien, ce chapitre se finit très bien. Alors ensuite, le deuxième chapitre, c'est une mise en perspective historique sur les maires comme sujet politique. Alors je prends 2 exemples historiques et qui sont liés, que je ne le lis pas moi, qui sont liés par l'histoire, sont les Folles de la place de Mai et les Folles de la place Vendôme. Alors, 2 mots sur ce chapitre que je raccorde avec le Front de Mer pour dire à quel point le Front de Mer que j'ai fondé il y a quelques années se situe bien dans le prolongement de ces luttes de mer des années 70 et 80. Alors, les Folles de la place de Mai, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Voilà, ce sont des mères qui sont très connues, qui se sont battues contre la dictature argentine, à partir du moment où la dictature argentine a enlevé leurs enfants, fils et filles, qui étaient jeunes adultes, de la gauche, et en réalité les a torturés et les a tués. Et ce sont donc des mères qui ont occupé l'espace public d'où on voulait les chasser, en les traitant de folles, voilà, et en les renvoyant au foyer, en disant « mais si tu veux pleurer, rentre chez toi ». Et ça, c'est quelque chose qu'on mobilise beaucoup pour chasser les mères de l'espace public et en réalité de l'espace politique. Et ce sont des mères qui se sont réappropriées cette image de folle pour dire « ah oui, bah oui, je suis folle, mais je reste là et je ne bougerai pas d'ici ». Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les folles de la place Vendôme, bon, déjà, elles se sont fait appeler folles en référence, en lien avec ces mères argentines, et c'est dire à quel point c'est un sujet universel, les mères, c'est-à-dire que des mères en France se sont retrouvées dans le combat de mères à l'autre bout du monde. Et ces folles de la place Vendôme, elles aussi, en fait, ont décidé d'occuper l'espace public pour exiger vérité et justice pour leurs enfants assassinés. Alors, je vais peut-être vous lire encore quelques extraits. Alors, concernant les Folles de la place Vendôme, les Folles de la place de Mai d'abord. Alors, Folles de la place de Mai. Ça va peut-être être un petit peu long, donc je ne vais pas tout lire. Alors, tous les jeudis, elles décident de se rassembler et de faire le tour de la place pendant une demi-heure, critiquant l'impunité des militaires responsables des massacres et des tortures. Tout est symbole. Les mères portent des foulards blancs en référence aux langes en tissu de leurs enfants quand ils étaient bébés. Elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, remontant ainsi symboliquement le temps, ce temps où elles pouvaient prendre leur enfant disparu dans les bras et rire. En faisant cela, les folles de la place de Mai s'exposent au pire et plusieurs d'entre elles seront effectivement assassinées en décembre 1977 par un commando de militaires. Malgré la mort de leur sœur de lutte, les autres n'abandonnent pas. Elles continuent leur marche sur la place de Mai avec les photos de leurs enfants disparus, tous les jeudis, à la même heure, au même endroit, avec les mêmes mots, les mêmes gestes, la même cadence, pour répéter au pouvoir en place qu'elles ne se résigneront jamais. Peut-être aussi pour se rapprocher de Dieu, par la répétition du mouvement et du verbe, comme le permet la prière en islam, en cadence, comme quand la mère berce l'enfant pour tenter de l'endormir, en cadence, comme quand la mère berce d'avant en arrière son propre corps et sa tête de gauche à droite pour tenter d'endormir la douleur d'avoir perdu son enfant. Je peux aller bien. Excusez-moi, il y a ma fille qui en profite pour se réveiller. Alors ça, c'est pour les folles de la place de Mai. Et puis alors juste un passage sur les folles de la place Vendôme, qui sont très très peu connues en France. Alors les folles de la place de Mai, on les connaît bien, mais les folles de la place Vendôme, on ne les connaît pas. Et ça en dit long sur l'invisibilisation des luttes de l'immigration de manière générale, de la classe ouvrière de manière générale, mais des femmes de l'immigration encore plus particulièrement. Voilà, et c'est un exemple, parce que quand on voit la lutte qui a été menée, et à quel point c'est une lutte glorieuse, en fait, c'est pas compréhensible.
C'est pour ça que je parle d'invisibilisation. Alors, concernant les folles de la place Vendôme, j'ai refait un petit récit de ce qui se passe au tribunal. Donc, les folles de la place Vendôme sont des femmes, donc, comme je vous le disais, qui sont venues exiger vérité et justice après que leurs enfants ont été tués, notamment par la police, mais aussi par des voisins, parce que dans les années 70 et 80 en France, les voisins pouvaient acheter des fusils, on pouvait acheter des fusils dans les supermarchés, et il arrivait très souvent, certains chercheurs ont parlé à l'époque d'arabicide, il arrivait très souvent qu'on tire par la fenêtre pour abattre des jeunes pour un bruit de mobilette, voilà, parce qu'un soupçon de vol d'autoradio. Et il y a comme ça beaucoup de jeunes, et notamment d'adolescents, de très jeunes, qui ont été comme ça assassinés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on tuait les jeunes, mais lorsque leur mère venait exiger justice au sein des tribunaux, elles étaient elles-mêmes criminalisées. Et je raconte notamment une scène de tribunal que j'ai reconstituée avec des témoignages de l'époque. De leur côté, les autorités policières et judiciaires se livrent à un harcèlement et à une criminalisation des familles, des mères en particulier. Représailles et inversion des rôles les épuisent. Dans tous les tribunaux de France, la même scène se répète. J'ai écrit donc la scène fictive qui suit en recoupant différents témoignages parus dans les journaux de l'époque. Elle est tout à fait emblématique. Le juge rend son jugement. Il n'y a pas eu intention de donner la mort. Il ne s'agit pas d'un meurtre. La mère n'accepte pas le verdict. Il ne s'agit pas d'un meurtre. Comment osez-vous, monsieur le juge? Vous savez très bien que mon fils a été lâchement assassiné. Il avait 17 ans, c'était encore un enfant. Ce jour-là, il ne faisait rien d'autre que de jouer avec ses copains. Il avait la vie devant lui. Mon fils était si beau avec ses fossettes. Il passait son temps à me jurer dans l'oreille que plus tard, il m'emmènerait faire le tour de l'Italie. Regardez ce portrait, monsieur le juge, regardez comme mon fils sourit. Sa vie ne vaut-elle rien? Le juge referme le dossier qu'il a sous la main. La mère n'accepte pas le verdict. Ce n'est pas normal, monsieur le juge, ce n'est pas la justice. Le juge demande à la mère et aux autres de se calmer. Je ne demande que la justice, monsieur le juge. Je ne demande rien d'autre que la justice. Le juge ordonne à la mère de se taire, ou bien il les poursuit, elle et les autres, pour outrage. Par pitié, monsieur le juge, ce n'est pas la justice, par pitié. Le juge ordonne aux policiers d'évacuer la mère et tous les autres. La mère se débat, les policiers la frappent et l'insultent. Ferme-la, espèce de folle, rentre chez toi maintenant. Les policiers lâchent les chiens et lancent des gaz lacrymogènes dans la salle pour accélérer l'évacuation de la famille et des proches. Le portrait que tendait la mère gît au sol, brisé. La mère se retrouve sur le trottoir, immobile, le regard éteint, comme morte. On venait de tuer son petit pour la deuxième fois. Voilà. Et ça, c'est une scène qui est absolument emblématique de l'époque, mais qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on criminalise les familles de victimes et les mères en particulier. C'est-à-dire que même leurs larmes de mère ne sont pas respectées. Alors, c'est important pour moi de parler des folles de la place Vendôme en particulier, aussi pour parler du Front de mer, pour faire le lien avec l'immigration, les luttes de l'immigration dont je me sens, moi, héritière. Aussi pour dire, notamment aux féministes, qui ont peur de nous voir réduire le statut de femme des femmes à simplement le rôle des mères, voilà, et pour dire à quel point nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe, voilà, de cette peur en fait d'être réduite à notre rôle de mère, d'être réduite au foyer, etc., parce qu'on opprime nos enfants, parce qu'on désenfantise nos enfants, parce qu'on tue nos enfants. Et quand on les tue, il y a une totale impunité. Et parce qu'il y a une impunité, les crimes continuent. Et donc, nous n'avons pas d'autre choix en réalité que de nous battre en tant que mères et de nous battre collectivement. Et c'était pour dire aussi que voilà, les femmes issues de l'immigration, qu'on peint souvent comme soumises, dociles, c'est pour dire à quel point voilà, on n'a attendu personne pour nous battre. Simplement, l'histoire ne le reconnaît pas, l'institution ne le reconnaît pas, mais on s'est battu en particulier pour nos enfants. Ensuite, la troisième partie, puis il me reste quelques minutes, donc je vais aller encore plus vite. La troisième partie est consacrée à l'élargissement du champ des possibles de nos enfants. Voilà, parce que comme je le disais, il s'agit vraiment dans le livre de trouver des solutions et de voir comment on peut en fait lutter contre l'oppression que subissent en particulier nos enfants. Et donc, j'y décris une parentalité en rupture. Alors, en rupture avec une parentalité telle qu'on nous la vend, en tout cas jusqu'à aujourd'hui en France, une parentalité qui consiste à infantiliser les mères notamment,
et à leur apprendre à éduquer leurs enfants, à leur apprendre à être de bons parents. Alors, il y a des scènes, par exemple, dans cette troisième partie, où je décris, parce qu'en tant que consultante, j'ai pu l'observer, des encadrantes, des femmes encadrantes qui pensent bien faire dans des associations, au sein des pouvoirs publics, qui pensent bien faire lorsqu'elles soumettent les femmes, notamment les femmes migrantes, à des projets qu'on qualifie de parentalité, projets d'aide à la parentalité. Et ce que je décris de ces scènes, et c'est comme ça que je les analyse, ce que je décris lors de ces moments-là, donc ces moments dits parentalité, ce sont des encadrants et des encadrantes qui cherchent chez ces femmes-là, les femmes migrantes en particulier, qui sont vulnérables et qui n'ont pas d'autre choix que d'accepter ces modules parentalité parce que sinon elles ne peuvent pas avoir les papiers. Donc elles sont obligées de se rendre à ces ateliers, à ces modules. Ce qu'on cherche chez elles, c'est la mère tampon. Ce qu'on cherche chez elles, c'est attention, il faut surveiller vos fils, il ne faut pas les laisser traîner dehors, il faut surveiller vos enfants, il faut leur apprendre la République, il faut leur apprendre l'égalité femmes-hommes, etc., etc. Donc en les déshumanisant évidemment, en les infantilisant, mais en invisibilisant complètement le fait qu'on a affaire là à des femmes qui ont traversé la Méditerranée, donc le génocide qui se passe en Méditerranée, qui ont traversé les camps, qui ont traversé les génocides, qui ont traversé la guerre, etc. Donc on invisibilise complètement le fait que ce sont des super mères en fait. Ce sont des héroïnes qui ont porté leurs enfants sur le dos, qui ont nagé avec... Enfin voilà, et comment on ose en fait prendre de haut ces mères et comment on ose dire à ces mères qu'on va leur apprendre à être de bonnes mères. Bon, c'est aussi pour rendre hommage à ma propre mère et puis à nos mères et aux mères migrantes notamment qui subissent encore plus spécifiquement que les autres ce type de politique publique. Je raconte aussi, je décris aussi, j'analyse aussi dans cette troisième partie le système discriminatoire et j'essaie de passer là encore par la culture populaire, donc par Black Mirror, par des séries, il y a une série que j'aime bien qui s'appelle 3%, pour être la plus pédagogique possible, quoi, sur comment ça fonctionne un système discriminatoire, comment ça fonctionne un système d'oppression. Et enfin, il me reste 3 minutes, je crois. La quatrième partie qui est consacrée à la stratégie politique, et c'est pour moi l'essentiel du livre, c'est la stratégie politique. C'est-à-dire que tout ce que je dis avant, c'est vraiment pour amener tranquillement vers cette dernière partie et vers cette nécessité de s'organiser en tant que mère autour d'un outil de lutte en particulier, l'écologie. Alors, je parle aussi de féminisme et je décris ce que pourrait être un front de mères contre la pédocriminalité, comment les mères qui s'auto-organiseraient, qui s'auto-organisent, peuvent protéger leurs enfants des violences sexuelles en ne déléguant pas systématiquement au pouvoir public et à l'État, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on délègue, on dit voilà, l'État, est-ce que vous pouvez condamner les pédocriminels, est-ce que vous pouvez donner des subventions aux associations d'aide aux victimes, etc. Ça ne marche pas. Voilà, il y a moins de 1% des pédocriminels en France qui sont effectivement condamnés, moins de 1%, donc il y a une totale impunité pour violer les enfants en fait. Et on sait que c'est plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui sont violés chaque année en France. Je crois que c'est à peu près la même chose en Belgique, en gardant les proportions évidemment. Et je pense que les pédocriminels en Belgique ne sont pas plus condamnés qu'en France. Il n'y a pas de raison. Il y a une culture du viol en France et évidemment une culture du viol en Belgique. Et c'est pour dire, voilà, il n'y a pas de fatalité et que plutôt que d'attendre des pouvoirs publics qui protègent nos enfants, organisons-nous entre mères, en tant que mères, pour protéger nos enfants. Et il y a vraiment un truc très concret sur comment on peut faire, en fait, à la maison et dans l'espace public. Et puis, donc, il y a cet outil politique féministe que je revendique et dont je parle, mais pour moi, vraiment, l'outil de libération centrale, c'est l'écologie. Mais alors, l'écologie, pas l'écologie... de classe que je critique au début de mon livre, pas cette écologie abstraite et qui finalement ne défend que les intérêts, que les enjeux d'une classe moyenne supérieure blanche. Non, une écologie du point de vue de la classe populaire, et moi je ne mets pas de guillemets à classe populaire et je ne mets pas de guillemets à la classe ouvrière, elle existe, elle vit notamment dans les quartiers populaires en France, elle est ailleurs mais elle est notamment là, elle peut être descendante de l'immigration postcoloniale, c'est vrai dans les quartiers populaires, mais c'est bien de la classe populaire dont il s'agit. Et alors c'est une écologie que je définis, alors je m'essaye à une définition du point de vue des quartiers populaires, voilà, c'est un début de travail là-dessus, une écologie qui a en son sein, qui a en son cœur cette
cette liberté fondamentale qui est la liberté de circuler dans l'espace public, la liberté d'y respirer, d'y prendre de la place, la liberté pour les enfants d'y jouer, etc. Notamment pour une population qui est particulièrement assignée à résidence et qu'on empêche de respirer, quoi. Donc c'est une écologie qui permet une réappropriation du pouvoir qu'on nous a confisqué. Alors, il se trouve que voilà, je parle dans le livre d'une population qui n'a pas de pouvoir politique, qui a zéro pouvoir politique. Voilà, les personnes descendantes de l'immigration postcoloniale en France n'ont pas de pouvoir politique, elles n'ont pas accès à ce pouvoir, mais c'est aussi une population qui n'est pas chez elle en France, qui n'est pas considérée comme chez elle, et donc il y a aussi un enjeu de reconquête territoriale, ce que j'appelle la reconquête territoriale. Voilà. Et puis alors, est-ce que je peux juste dire pour terminer un petit mot en conclusion? Voilà, donc c'est ma conclusion. Très rapidement. Et super rapidement. Merci. Alors, du coup, hop, je vais essayer de retrouver un passage que j'avais noté. Oui, c'est très rapide. Alors, c'est la dernière partie, la partie manifeste, parce que voilà, c'est vraiment pour essayer de mobiliser au maximum ce livre, La puissance des mères, c'est l'outil de lutte d'une organisation qui s'appelle Front de Mères. Et donc, moi, j'en appelle à s'organiser en tant que mère, alors au sein du Front de Mères en tant qu'organisation, mais au sein d'un Front de Mères plus large, voilà, et pas forcément dans l'organisation. Et alors, je finirai par ça. Dans ce livre, je m'adresse à tout le monde. Proposition est faite à toutes les mères et aux personnes qui les soutiennent de lutter ensemble contre le système d'oppression pour nos enfants. Cette proposition se décline dans un projet politique et stratégique précis, agir localement, territoire par territoire, quartier par quartier, école par école, la réappropriation des espaces publics appelant la confiscation du pouvoir confisqué et inversement. Dans ce livre, je m'adresse en particulier aux mères, à la mère frappée par son conjoint devant ses filles, à la mère qui dort dans sa voiture avec ses enfants, à la mère dont le fils ne trouve pas de travail, à la mère dont la fille veut se suicider, à la mère qui a peur que son fils ne rentre pas cette nuit, à la mère dont le fils est mort lors d'une rixe, à la mère séparée de ses enfants restés dans un pays en guerre, à la mère dont on veut déscolariser la fille, à la mère dont le fils est malade à cause de l'humidité dans l'appartement, à toutes les mères qui voudraient figer le temps quand elles prennent leur enfant dans les bras. Unissons-nous contre les violences, les inégalités et les injustices que subissent nos enfants. Mères du monde entier, liées par notre amour de mère, liées par notre amour entre mères, unissons-nous pour reprendre le pouvoir qui nous a été confisqué et prendre le pouvoir politique. Mères du monde entier, le paradis est déjà sous nos pieds, faisons front commun. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup Fatima pour cette présentation très riche et succincte mais très efficace de votre ouvrage que j'ai beaucoup apprécié personnellement. Alors pour commencer le tour de table, j'aurais envie de demander à nos discutants et discutantes d'évoquer une expérience de vie qui leur soit propre et qui leur donne envie de se battre de là où ils sont. Bonjour la fille d'Aline. Donc voilà, peut-être commencer par Saïda. Je vois que votre micro est ouvert. Peut-être Fatima, vous pouvez... Ouais, super, merci. Bonsoir. Oui. En fait, moi, malheureusement... attendez, excusez-moi. Vous pouvez juste répéter, juste présenter ce qui a fait que... Présenter une expérience de vie qui vous donne envie de militer. Ah oui, en fait, moi, le 31 décembre de l'année qui vient de passer, de 2020, il y a eu une arrestation dans le quartier, une arrestation administrative de nos enfants. Donc, nos enfants ont été arrêtés par la police. Et il y avait une quarantaine d'enfants. Et dans le lot, il y avait mon fils qui avait 12 ans. Donc, voilà, depuis ce jour-là, je suis habitée par une colère et une frustration parce que pour moi, c'est juste inadmissible. Et voilà, c'est ce qui me pousse aujourd'hui à militer donc, pour cette cause qui me touche beaucoup. C'est une cause qui me touchait déjà avant parce que j'ai déjà vécu ça dans le passé avec mes frères, avec tous les enfants du quartier, surtout beaucoup plus les garçons. Mais c'est vrai que le fait de le vivre avec son enfant, c'est pas la même chose. Donc, en tant que mère, c'est pas la même énergie. Et puis, bon, moi, je suis habitée par une envie vraiment profonde et j'ai discuté avec plusieurs des mamans qui étaient présentes ce jour-là, qui sont habitées par la même envie que moi de militer. Seulement, je sens, moi en tous les cas, je sens qu'il y a beaucoup de difficultés parce que la conscience de l'injustice, elle est là, chez les mamans. On sent qu'il y a une envie, mais il y a quand même
des blocages, beaucoup de blocages, dans le sens où c'est déjà, des personnes qui sont discriminées, qui sont opprimées et qui vivent des choses au quotidien qui sont très difficiles au sein de leur foyer. Donc, c'est des gens qui ont pas facilement accès aux loisirs, à la culture, à l'instruction, etc. Donc, c'est des gens qui vivent un chaos au quotidien dans leur maison, dans leur foyer. C'est difficile de les faire sortir pour les amener à une quelconque résistance. Alors moi, au jour d'aujourd'hui, s'il y a une chose qui me travaille, c'est ça. Donc, l'envie est là, la conscience est là, mais comment faire pour mettre en pratique des choses concrètement au niveau politique? Comment on fait pour mettre des choses en place? Voilà, comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux, en fait? Parce qu'on a envie de militer, on voit que, c'est vrai, comme Madame Moissac le dit, si on est ensemble, les mères ou même les pères, enfin les parents, s'ils sont ensemble, on est une force, on peut faire des choses, on peut mettre des choses en place, mais comment faire pour sortir de ce cercle vicieux qui fait qu'on est plus occupé à la maison à régler déjà nos soucis au quotidien que, ben voilà, pour nous, la politique, c'est quelque chose qui nous parle pas vraiment, en fait. On n'y voit pas l'enjeu, on n'y voit pas la réalité, on se dit que ça va jamais aboutir, que et ça, c'est vraiment ce qui est vraiment concret et réel dans les familles. Parce que moi, je le vis, c'est des gens que je connais, que moi-même, je vis ça au sein de mon foyer. Donc, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Je peux témoigner et dire que c'est pas facile de sortir pour aller militer pour une quelconque cause. Ça ne veut pas dire que ça ne nous touche pas ou qu'on n'est pas atteint, mais c'est difficile pour nous de mettre des choses en place. Merci Saïda. Et juste pour la précision, vous habitez sur quelle commune? Sur 1000 Bruxelles. D'accord, merci. Oui. Peut-être Aline, si vous avez une expérience de vie à partager. Alors oui, pour ma part, c'est à moi-même que ça arrivé. Donc moi, je suis plus sur le volet justice sociale. C'est que j'ai complètement été rayée de la carte au niveau carrière professionnelle. J'ai dû choisir en fait entre ma carrière professionnelle et mes enfants. Donc tout simplement. Donc, plus le droit au chômage, pas le droit d'avoir accès à un emploi si je ne faisais pas garder mes enfants. Donc, viré du chômage sans explication ni rien, alors qu'il me manquait que 15 jours de travail sur 3 ans. À la suite de ça, aucune aide du CPAS parce que, étant mariée, on prend en compte les revenus du mari. Et donc, on s'est retrouvés du jour au lendemain avec un seul salaire à 3, maintenant à 4. Donc, c'est la plus petite qui passe depuis tout à l'heure. Et maintenant que j'ai voulu recommencer à travailler parce que les 2 sont assez grandes pour aller à l'école, et on me dit que ça fait trop longtemps que je ne travaille pas et qu'il faut que je reprenne des études. Ce que j'ai fait, vu que, voilà, pas trop le choix, il faut bien qu'à un moment donné, je travaille. Je suis pas que maman. Et donc voilà, donc c'est premièrement, c'était pour mes enfants que je voulais militer pour qu'elles vivent dans un monde un peu plus juste pour elles, et j'ai pas envie qu'elles se retrouvent dans la même situation à devoir choisir entre être mère ou une carrière professionnelle. Merci Aline. Peut-être Ali, tu voudrais nous partager, pardon, vous voudriez nous partager quelque chose également? Vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de souci. Moi, du coup, je m'appelle Ali. Niveau situation, je pourrais en citer plus que les doigts de ma main, en fait. Je pense qu'on est d'accord que voilà, on a des problèmes de violence policière en Belgique comme en France. Moi, je venais de Saint-Gilles, donc connu dans tout Bruxelles pour sa fameuse brigade de proximité, les Cowboys de Bruxelles, qui ont un malin plaisir à nous tabasser. Et donc, je suis resté un bon moment sur Saint-Gilles, dont un chouette collectif qui s'appelle Collectif des Madres, donc des mamans qui s'étaient lancées pour aider ces jeunes et qui est pour moi une des étapes cruciales en fait, du combat qu'on mène à Saint-Gilles. Et entre-temps, j'ai déménagé, mais voilà, c'est un combat de tous les jours que j'essaye de faire. Je me suis investi dans un parti, dans des associations pour essayer de résoudre ce genre de problème. Après, je sais pertinemment qu'on ne va pas le résoudre tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver sur le moment même, mais je suis jeune et je pense que c'est important de faire ça pour les générations futures, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants. Et voilà, je sais qu'il y a nos ancêtres ont mené des combats de dingue pour des choses infimes, mais qui nous servent maintenant.
et à pas être égoïste. Et je pense que c'est très, très important de le faire maintenant pour plus tard. Je sais pertinemment que je vais continuer à me faire frapper pendant un moment, mais avec un peu de chance et avec du travail et en étant solidaire, je pense qu'on peut petit à petit gratter la source et résoudre ce petit problème, cet énorme problème qui est le racisme institutionnel. Mais voilà, j'ai pas de cas précis parce que je me suis fait arrêter beaucoup de fois sans raison, mais je pourrais raconter la première fois où j'avais, je pense, 17 ans, où on m'a arrêté sans raison près de Palaneuil, et j'ai passé quand même 4 heures au cachot en étant mineur. Et ce qui m'avait terriblement choqué, c'est qu'en fait, même en rentrant à la maison, bah, pour mes parents, j'étais aussi coupable en fait. C'est parce que je m'étais fait arrêter, donc techniquement, je suis coupable. Mais coupable de quoi? Coupable d'avoir été dehors avant minuit. Dehors. Je n'avais rien fait du tout et je me suis fait arrêter. Et c'était la première arrestation suivie d'autres. Et là où est le problème, on a un problème avec la police, avec les institutions, mais en même temps, des parents qui doivent faire avec et savent plus quoi faire en fait. Ils sont perdus, ils ont d'autres choses à régler. Il y a la famille, il y a l'argent, payer ci, payer ça. Il y a toute cette pression et c'est dur en fait de leur donner une autre pression en plus de mon enfant a des problèmes dehors et j'y peux rien en fait. Et donc, et je trouve ça super intéressant avec Fatima de se dire que en fait, en même temps que c'est vrai que les mères sont une force incroyable en fait, mais si on peut aussi allier ça avec les enfants, les fils et aussi les filles, parce qu'en tout cas sur Bruxelles, c'est les grandes sœurs qui se lèvent de plus en plus pour leurs petits frères, pour leurs grands frères. C'est une aide, mais de dingue qu'on a sur Bruxelles. Et moi, ça me réjouit vraiment, vraiment beaucoup qu'on puisse mais en fait lutter tous ensemble, en famille, entre nous, et pas que pour notre communauté, pour toutes les communautés qui subissent ça. Merci. Merci Ali. Et alors du coup, je laisse la parole à Caroline Le Cire. Peut-être que Fatima pourra déjà avoir une première réaction sur ces témoignages sur des réalités plus belges, mais qui sans doute font écho à ce qui est vécu en France. Du coup, Caroline. Oui, merci. Je suis très touchée par tous les témoignages, mais en particulier là, celui de Ali. Et je n'ai pas envie de commencer sans remercier Fatima. En fait, j'avais commencé à prendre des notes et en fait, mon papier, il est rempli, tout comme le livre, il est rempli au fluo. Enfin, donc, du coup, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais peut-être par rapport à l'expérience personnelle, voilà, c'est difficile de choisir parce qu'il y a plein de choses qui font écho dans ton livre, mais peut-être si on prend l'angle vraiment tu disais un peu de ce qu'on sent en fait quand on est maman, on se sent en même temps puissante et puis complètement infantilisée. J'ai eu la chance de donner naissance à ma fille dans un endroit à Bruxelles qui s'appelle le Cocon, qui est un gîte de naissance intra-hospitalier qui est à Anderlecht et que Patrick connaît bien d'ailleurs. Et ce dispositif, en fait, c'est vraiment quelque chose qui vise vraiment à empuissancer les mamans, les familles, à leur donner vraiment un rôle vraiment actif, à les accompagner, à les connecter à leurs ressources. Et j'ai vraiment été témoin parce que très au courant de ce qui se passait dans ce petit cocon qui existe, qui a pu voir le jour grâce aux efforts énormes des sages-femmes qui ont initié ça, notamment Michel. Et donc, ça se fait au sein d'un hôpital public. Et en fait, c'est vraiment hyper dur en fait, de maintenir quelque chose comme ça. Parce qu'elles ont vraiment voulu le faire au sein d'un hôpital public pour que ce soit accessible à tout le monde, dans un quartier populaire. Et en fait, plusieurs fois, le projet a failli fermer parce qu'en fait, ça ne rapporte pas d'argent. Parce que justement, accompagner la naissance comme ça, en essayant que la naissance se fasse de manière la plus physiologique et donc avec des retours précoces à la maison, avec le moins d'intervention possible, sans refuser évidemment la médicalisation quand elle est nécessaire. Mais en fait, c'est un projet qui ne fonctionne pas avec la société capitaliste et avec avec tout ce qui va dans notre société. Et donc, ça me questionne beaucoup par rapport au rôle de l'État, puisque moi, j'aime voir tout ce qui se fait. Donc, dans votre livre, j'allais tutoyer parce qu'en Belgique, on tutoie. Dans votre livre, il y a plein d'initiatives, ça donne vraiment beaucoup d'élan. En Belgique, il y a beaucoup de choses aussi qui se font. Et puis, on se heurte souvent à la lenteur et
oui, ça freine en fait, l'État freine. Je pense à l'école aussi. J'avais plein d'idées, la crèche, les écoles. En Belgique, on a plus de chance, plus de latitude qu'en France au niveau de l'éducation. Il y a un peu plus de soutien pour les pédagogies alternatives, mais néanmoins, c'est quand même très difficile. Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est que les citoyens qui portent ces projets alternatifs s'épuisent, en fait. Et donc, non seulement, donc c'est à ça que je voulais en venir aussi, c'est que c'est des projets qui sont hyper… voilà, moi qui ai eu la chance de donner naissance à ma fille, ça m'a vraiment justement… et je vois toutes les mamans avec qui on est encore en lien, qui ont pu donner naissance là. Voilà, ça connecte à quelque chose d'incroyable. Mais en même temps, pour les personnes qui portent, le nombre de sages-femmes qui sont en burn-out, et c'est souvent des femmes qui sont dans ces professions de care, donc ça pose question quand même en fait. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais, où j'aurais bien aimé vous entendre. Merci. Merci. Peut-être, Fatima, je ne sais pas si vous avez envie de réagir déjà sur ce premier tour de parole. Après, ils et elles auront plein de questions pour vous, mais comme ça, vous les connaissez un peu plus. Oui, on peut aussi discuter tranquillement les uns les unes avec les autres. On n'est pas obligé de faire du ping-pong comme ça, hein, on peut discuter tranquille. On est en famille, en plus, on n'est pas beaucoup, c'est bien. Oui, alors pour réagir déjà un petit peu sur effectivement ce que vous pointez du doigt, alors et Caroline et Saïda, c'est le sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir face effectivement, alors soit au cercle vicieux, soit au fait à la difficulté de mobiliser. Donc effectivement, Saïda, les gens qui en fait sont tellement débordés déjà par plein de problèmes, ont des conditions matérielles d'existence qui sont déjà, des conditions de vie qui sont déjà difficiles en fait, parce que militer c'est du temps, c'est de l'énergie, voilà, alors qu'on n'a pas tant de temps que ça, l'énergie on travaille déjà, etc. Donc voilà, donc ça effectivement, ça peut être une source d'impuissance. Il y a aussi effectivement l'État, les pouvoirs publics qui n'aident pas, qui parfois même, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, entravent. Ils ne se contentent pas simplement de ne pas aider, c'est que parfois même ils torpillent les initiatives alternatives qui pourraient remettre en question en réalité un système établi en fait, un ordre social. Ça c'est vrai. Mais en même temps, moi je défends vraiment l'idée que c'est pour ça que j'insiste sur la victoire comme outil de mobilisation, outil stratégique de mobilisation. J'insiste sur l'idée que dès lors qu'on construit nos stratégies politiques, nous qui militons, dès lors qu'on construit nos stratégies politiques, pas pour le grand soir, donc, tu vois Caroline, parce qu'on peut se tutoyer, pas pour réformer la société de manière à ce que demain, là, les mères puissent ne plus du tout subir de violences obstétricales, puissent accoucher comme elles veulent. Voilà. Pas demain, en fait, parce que ça n'arrivera pas demain. De la même manière, on ne va pas régler le problème du système policier, en réalité du système politique, et effectivement, Ali, du système raciste, en fait, et c'est ce racisme institutionnel, effectivement, on ne va pas le régler là demain. Enfin, je veux dire, on ne peut pas aller voir les gens pour leur dire, venez, on va abolir la police, venez, on va détruire le système patriarcal et en faire… Bon, je veux dire, là, évidemment que personne ne va nous suivre, personne, parce que c'est pas vrai, on ne peut pas le faire comme ça, c'est pas vrai, on sera même pas là, même si on y consacre toute notre vie, on sera même pas là pour voir ce nouveau monde advenir si ce nouveau monde doit advenir un jour. Donc, moi, je pense qu'en termes de stratégie politique, il vaut mieux chercher vraiment la toute petite victoire, la plus gagnable possible, la lutte, pardon, la plus gagnable possible. Alors, et c'est pour ça que moi, je disais tout à l'heure, voilà, nous, on est vraiment sur des luttes typiquement l'alternative végétarienne à la cantine, pour les maternelles et les primaires. Voilà, c'est pas un truc très, très compliqué, c'est pas la lutte contre les violences policières, c'est pas la lutte contre le racisme à l'école, la lutte contre… Voilà, la lutte contre le capitalisme. Non, non, c'est juste, voilà, ça commence avec la cantine. Et c'est juste demander à ce qu'on n'impose pas de viande dans l'assiette des enfants. Et en fait, en réalité, en partant de là, donc on gagne. Et en partant de là, on conscientise les personnes en leur disant, bon déjà, regardez, on a lutté, on a gagné. Donc, vous voyez, c'est pas vain, en fait. Quand on lutte, on peut gagner. Et puis aussi, on conscientise parce que, alors, bon, pour la petite histoire sur l'alternative végétarienne, par exemple, ils nous ont effectivement remplacé le plat avec viande par un repas végétarien. Mais alors, le végétarien en question, c'était toujours le système capitaliste parce que c'était un steak de soja. Bon, alors on se dit encore pour nous qui sommes âgés, etc., remplacer de la viande par du végétarien qui a la forme du poulet ou de…
bon, peut-être qu'on a les cerveaux tellement pollués que peut-être oui, pourquoi pas. Mais je veux dire, des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller leur pourrir la tête? Ben, c'est parce que le système capitaliste et l'industrie agroalimentaire en particulier veut se faire un billet également sur le végétarien. C'est-à-dire que ce serait trop facile de manger des lentilles, des pois chiches, il n'y aurait pas assez d'argent à se faire. Et donc, du coup, voilà, on propose du végétarien industriel. Bon, et ben ça, en fait, on y est amené petit à petit parce qu'on a commencé à mettre un pied dans l'assiette de nos enfants, sans pardon pour l'image, mais voilà, c'est-à-dire on a commencé à regarder un peu ce que mangeaient nos enfants, c'est parti de l'alternative végétarienne, et petit à petit, ben maintenant, nous, par exemple, on travaille à des AMAP, on réfléchit au système de production, de comment on habite la terre, comment on se nourrit, comment on produit, voilà, on commence à y réfléchir, et petit à petit, voilà, on monte en puissance, entre guillemets. Et ça, je pense que c'est important, notamment dans les milieux associatifs, dans les milieux militants, dans les milieux où on veut changer les choses, vraiment de repenser la stratégie en fonction de la victoire. Et on ne le fait pas assez. C'est vrai qu'on a un côté un petit peu gauchiste, où parfois même on a l'impression que c'est lutter pour lutter, en fait. Lutter, plus la lutte est glorieuse, et mieux c'est, plus c'est... Alors qu'en fait, non, mais si on est sûr de ne pas gagner, bon déjà, encore une fois, il n'y a personne qui va venir avec nous. Saïda, tout à l'heure, tu disais, voilà, c'est difficile parce que les gens, c'est difficile de les mobiliser, etc. Moi, j'ai fait du porte-à-porte, peut-être que ça vous est arrivé aussi, je suis sûre que ça vous est arrivé aussi, dans les quartiers populaires. Les gens n'ouvrent pas la porte. Mais parfois, moi-même, je leur dis, mais vous avez raison de ne pas ouvrir la porte, je comprends. Parce que ça fait des décennies qu'on s'est moqué de vous. Ça fait des décennies qu'on vous a fait des promesses, qu'on vous a dit, venez, on va changer les choses, etc. Il faut dire la vérité, c'est qu'on est dans un système clientéliste, électoraliste, où les gens qui font des promesses aujourd'hui, demain, après-demain, ont trahi leurs promesses. Et ça, c'est arrivé très souvent. Donc, on ne peut pas en vouloir à des gens de se méfier, voilà, d'avoir peur aussi des représailles. Par exemple, je vous parlais des ascenseurs en panne. Moi, je sais que j'avais affaire, et c'est pour ça que je ne leur en voulais pas, à des gens qui avaient peur des représailles de la part du bailleur social. Donc, je ne sais pas si vous avez l'équivalent en Belgique, si vous les appelez aussi bailleurs sociaux. Ils s'appellent bailleurs sociaux, mais ils n'ont rien de social ni de sociaux. En fait, c'est des escrocs, en fait, qui profitent du fait que c'est une population où il y a des sans-papiers, c'est des quartiers où il y a de la drogue, etc., pour ne pas respecter les droits des gens qui vivent là. Et c'est vrai que les gens qui vivaient dans l'immeuble, dès lors que, par exemple, ils ont quelqu'un qui n'a pas les papiers à la maison, ben oui, ils ne vont pas aller se mobiliser parce qu'ils se disent, je vais aller mobiliser, on ne va rien gagner du tout, on a très peu de chances de gagner. Et en fait, moi, mon dossier pour avoir un appartement plus grand, pour avoir un appartement en rez-de-chaussée, etc., ils vont le mettre à la poubelle. Et moi, je dis, la dignité, c'est de protéger ses enfants. Voilà, moi, ça m'a été dit et répété par mes parents, et oui, je suis d'accord. Pour moi, la dignité, c'est d'abord, on protège ses enfants. C'est pas la peine d'aller faire n'importe quoi dehors. C'est d'abord, oui ou non, est-ce que je mets en danger mes enfants? Est-ce que je risque d'être expulsée? Est-ce que je risque d'être au chômage? Etc., etc. Et ça, il faut le prendre en considération. Et donc, ce qu'il faut proposer aux gens, c'est quelque chose où les gens se disent, ah, on peut gagner. Vous voyez? Et donc, voilà, ça, c'est des stratégies politiques qu'il faut travailler. Pour moi, c'est vraiment la base de tout. Parce qu'effectivement, des solutions, on en a. L'analyse, en tout cas, on a une analyse commune. Donc, voilà, le racisme structurel, le patriarcat, le système capitaliste, on est d'accord. Maintenant, sur comment, en fait, en venir à bout, comment mettre hors d'état de nuire ce système d'oppression, bon, bah ça, effectivement, ça passe par la mobilisation. Et c'est là où, effectivement, on pêche, parce qu'on est de plus en plus isolés les uns des autres, les unes des autres. Moi, je dis et je répète à quel point se mettre ensemble, notamment pour ce qui concerne les enfants, c'est ce qui permet d'aller mieux déjà dans sa tête. C'est-à-dire que la charge mentale, moi, je donne mon propre exemple. Sur cette histoire d'alternative végétarienne, moi, franchement, alors que je militais depuis longtemps déjà, que je connaissais bien l'éducation nationale, je suis mariée à un prof, enfin, normalement, tout était fait pour que je sois plutôt à l'aise à l'école. Et vraiment, je craquais complètement. Dans mon livre, je répète, l'école, c'est la guerre, l'école, c'est la guerre, parce que je sortais de réunion à l'école et je me disais, mais l'école, c'est la guerre, en fait. Et c'est la maternelle, hein. Mais je me disais, c'est même pas encore le lycée, l'université, c'est que la maternelle. Mais c'est déjà Game of Thrones, quoi. Et je l'ai vécu très, très mal parce que j'étais isolée, parce que vraiment, je ne savais pas comment faire pour me battre face à l'institution. Dès que j'ai été voir des copines, mais elles n'étaient même pas encore copines, c'était des femmes qui étaient là, qui avaient les mêmes problématiques que moi, qui voyaient leurs enfants être stigmatisés, discriminés, etc. Dès qu'on s'est mis ensemble, mais ensemble, ce n'est pas 100 000 personnes, hein. Ensemble, c'est 7 personnes. Ensemble, c'est 5 personnes. À 5, on change un quartier déjà. 5 personnes un peu mobilisées, un peu. Non, mais vraiment, à 5 personnes, on change un quartier. Et 5, 7 personnes, déjà, on fait nos réunions. Déjà,
comment dire, il y a de l'humour, il y a de la joie, il y a de la bienveillance vis-à-vis de nos enfants, on a envie de les protéger. Vous avez remarqué les mères qui sont là autour de la table, voilà, élever ses enfants toutes seules quand ils jouent, etc., à la maison, ou les élever où il y a d'autres mères, d'autres parents, des pères, des oncles, des tantes, c'est pas pareil déjà, même sur la patience déjà. Je veux dire, on ne vit pas les choses de la même manière. Et donc, moi, je pense que ça, c'est une proposition politique qu'on peut faire, nous, les mères, là, aux autres mères, aux autres parents, en disant, venez, en fait, vous avez l'impression que c'est une charge supplémentaire de lutter, comme tu disais, Saïda, voilà, c'est un truc supplémentaire, c'est-à-dire, voilà, il y a déjà nos problèmes quotidiens, là, c'est un truc supplémentaire, et en réalité, vous verrez, et c'est une expérience que l'on a, et vous pourrez l'expérimenter, vous verrez les résultats très vite, en réalité, le fait que vous investissiez du temps là-dessus, sur du collectif, ça va vous alléger sur vos problèmes. C'est-à-dire que les solutions vont être, voilà, un truc tout simple, moi, depuis que je signe mes mails EEB ou Front de Mer, les solutions arrivent très, très vite. Tant que je signais par mon nom et mon prénom à l'époque, voilà, pour dire, je ne sais pas, à l'école, à la direction académique, j'ai ce problème-là, etc., pour mes enfants, etc., voilà, c'était la guerre. Mais dès lors que j'ai commencé à signer par un collectif, là, l'institution ne réagit pas de la même manière. Elle respecte davantage, notamment les parents, qui sont organisés collectivement. Et donc, on trouve des solutions. Et donc, voilà. Et ça, c'est ça qu'il faut réussir à formuler, et c'est là-dessus qu'il faut réussir à convaincre. Aline, oui, effectivement, les injonctions paradoxales que l'on peut avoir entre voilà, être mère et s'occuper de ses enfants, devoir bien s'occuper de ses enfants, etc. Quand on sait à quel point les mères sont culpabilisées par rapport à l'éducation qu'elles ont vis-à-vis de leurs enfants et en même temps la carrière professionnelle, et ben c'est simple. Moi, c'est pour ça que j'en veux aussi un petit peu aux féministes. C'est lors de l'entretien d'embauche déjà. Lors de l'entretien d'embauche, vous ne pouvez pas dire que vous avez des enfants. Il ne faut pas en parler. Enfin, il ne faut pas arriver enceinte, il ne faut pas arriver avec des enfants. Il faut invisibiliser au maximum. Sur le marché du travail, on est obligé d'arriver comme si on n'avait pas d'enfants, en fait. Alors que non, ce n'est pas vrai. On s'occupe pour l'essentiel de l'éducation de nos enfants. Mais le marché du travail masculin ne veut pas le savoir. Voilà, cachez vos enfants. On ne veut pas le savoir, c'est à la maison, etc. Ne nous racontez pas votre vie. Ne nous racontez pas quand votre enfant est malade. Ne nous racontez pas vos congés maternité, etc., etc. Et donc, effectivement, dès l'entretien d'embauche, déjà, il y a cette pression à invisibiliser cette part de nous-mêmes, en fait, et qui est une charge de travail, voilà, mais qui est invisibilisée. Mais pour moi, en fait, ce problème-là en particulier, sur comment les mères sont perçues sur le marché du travail, et tu l'as dit, Aline, c'est sur le trou dans le CV. Qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années? C'est pas possible, etc. Ça y est, vous avez perdu tous vos neurones, vous ne servez plus à rien, etc. Pour moi, ce type de problème-là, en fait, disparaîtra dès lors que nous serons organisés en tant que mères, et notamment dans l'espace syndical. Et moi, j'appelle ça de mes voeux, c'est-à-dire que le livre est construit beaucoup autour du territoire, sur comment on peut s'organiser sur le territoire. Typiquement, Ali, tu parlais du collectif des Madrés que je connais un tout petit peu. Donc, typiquement, effectivement, c'est un collectif qui agit sur le territoire, mais le territoire, c'est vague, quoi. Le territoire, c'est quelque chose de vague, c'est pas un espace si politisé que ça. Alors que l'entreprise, l'usine, l'endroit où on travaille, en fait, c'est un espace où on peut s'organiser beaucoup plus facilement politiquement. Ça s'appelle le syndicat. Et pour moi, il faut investir à fond les syndicats en tant que mère. Pour les questions d'allaitement, pour les questions de comment en fait concilier le fait d'être mère avec le travail. Et donc, c'est quoi nos conditions matérielles d'existence de mère? Et ça, il faut que les syndicats largement masculins l'entendent. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, de quoi on a besoin. Voilà, il se trouve qu'on porte la vie, il se trouve qu'on allaite, il se trouve qu'on s'occupe des enfants, etc. Voilà, comment adapter les temps de travail, un truc tout bête, hein, mais sur l'allaitement. Voilà, moi, je me souviens, j'ai allaité mes enfants, je me souviens avoir dû tirer le lait dans les toilettes, honteuse, parce qu'en plus, il fallait que je le cache, dans un endroit qui n'était pas très propre, etc. Bon, voilà. Et encore, il fallait que je le cache. Et j'étais culpabilisée au fur et à mesure que mes enfants grandissaient. C'est-à-dire que tant que mon bébé avait 2 mois, 3 mois, 4 mois, bon, ça passait à peu près. Mais dès lors qu'il a eu 6 mois, 1 an et demi, là, tout à coup, c'était, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, il y a quelque chose de malsain dans le fait de continuer comme ça. Bon, voilà, voilà, c'est bien que l'espace du travail n'est pas adapté aux mères. Et pour moi, la solution passera par la politique et donc notamment par l'action syndicale. C'est comment on se syndique et comment on se syndique en tant que mère. Et voilà, ça, c'est un projet, par exemple, qu'on a en France, le Front de Mer. C'est-à-dire que, OK, on est sur les territoires, et notamment dans les quartiers populaires, mais il y a aussi cette question du travail, du marché du travail, et je pense que les syndicats, là-dessus, c'est un outil de lutte qu'on ne doit pas mettre de côté. Alors,
je finis juste par… Je suis super longue, non? Pardon. Ali, par rapport à… Oui, mais tu es passionnante, donc on ne t'en veut Oui. pas. Et en plus, vous répondez à plusieurs questions qu'on a déjà en tête. Et en parlant, vous répondez à des questions. Donc, c'est bien. J'anticipe carrément. Oui, alors Ali, tu parlais donc de Saint-Gilles, donc je connais un petit peu parce que, alors justement, j'étais en contact il y a déjà, je crois, 2 ans avec Latifa, donc du collectif des Madrés, qui m'a parlé des luttes que vous y meniez et des victoires aussi qui avaient été obtenues. Alors j'ai vu Ali, je ne te vois pas là à l'écran, mais j'ai vu une petite vidéo qui est super, qui m'a été envoyée par Sophie. Ah, voilà. Et je trouve que tu donnes à voir très très bien le racisme structurel dont tu parles et la mécanique en fait du racisme structurel à travers ton parcours, à travers ton analyse. Et j'ai trouvé ça vraiment super, je l'ai découvert, j'avoue, juste cet après-midi. Je n'ai pas eu le temps de regarder le mail plus tôt, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien et je trouve que c'est intéressant aussi de faire circuler cette vidéo, de la regarder, voilà, que les jeunes puissent la regarder et tout. Je trouve ça vraiment bien, c'est un bon outil. Voilà, donc je tenais à te féliciter là-dessus. Oui, alors quand tu disais le fait d'être dehors, le simple fait d'être dehors, déjà, c'est criminalisé en fait. On n'a rien fait de particulier. Les hommes en particulier, hein, les jeunes hommes, les adolescents, les garçons, n'ont rien fait de particulier que déjà ils sont criminalisés. Oui, alors c'est la question du territoire et de la dépossession du territoire dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que tout est fait en fait pour que la population descendante de la colonisation ne se sente pas chez elle ici, ni en France, ni en Belgique. C'est-à-dire que, mais alors, on ne va pas voir cette population pour lui dire tu n'es pas chez toi en Belgique, tu n'es pas chez toi en France. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, non. Ce qui se passe, c'est un quadrillage policier et notamment le contrôle d'identité. C'est le fait de répéter aux jeunes, voilà, tes papiers, pour lui signifier en fait qu'il n'est pas ici chez lui. Donc c'est les contrôles, les fameux contrôles au faciès, les contrôles, et que l'on sait, contrôles que l'on sait racistes. Enfin, en France en tout cas, je ne sais pas comment la question est posée aujourd'hui dans le débat public en Belgique, mais en France, le défenseur des droits, et donc c'est la République française, admet que les contrôles policiers sont des contrôles racistes puisque les jeunes hommes non blancs ont 20 fois plus de risques d'être contrôlés que les jeunes hommes blancs. Et on sait que les violences policières et les crimes policiers apparaissent dans le cadre de contrôles policiers. Donc ça veut dire 20 fois plus de risques aussi d'être blessé, d'être tué, d'être insulté, d'être agressé sexuellement, etc. etc. Et donc il y a bien une fonction en fait à criminaliser les jeunes dans l'espace public dès lors qu'ils existent juste dans l'espace public, si on ne veut pas d'eux dans l'espace public. Et alors la mère tampon, là, elle a un rôle aussi, une fonction, c'est d'empêcher ses fils, ses garçons, de circuler dans l'espace public. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait de tenir le fils à la maison. Et alors, il y a une expression qui est marrante en France, qui est utilisée par les pouvoirs publics, dans la littérature institutionnelle, sont les mamans des cités, les mamans. C'est-à-dire que quand on parle de mères blanches, on va dire les mères, mais quand ça va être les femmes noires, arabes, musulmanes, qui vivent dans les quartiers, on va dire les mamans. Et alors, j'en parle un petit peu, je fais un petit peu l'analyse du mot dans le livre. C'est notamment pour trouver chez ces personnes-là, les mères, l'affection qu'elles ont pour leurs fils. Et c'est chercher chez les fils, donc qui sont censés être de culture méditerranéenne, africaine, maghrébine, c'est chercher chez eux l'amour qu'ils ont pour leur maman. Et donc, c'est comme si on disait aux fils, ne sors pas ce soir, donc comme tu disais à minuit, ne sors pas ce soir parce que sinon ta mère, elle va pleurer. Tu ne veux pas faire du mal à ta maman quand même. Voilà. Et c'est aussi dire à la maman, ne laisse pas ton fils sortir ce soir, sinon cette nuit, tu vas pleurer. Et donc, c'est vraiment chercher ce rapport affectif entre la mère et l'enfant, la mère et le fils, pour assigner à résidence. Parce que le but du jeu, c'est que nos hommes, nos fils, ne circulent pas librement dans l'espace public. Voilà. Et encore une fois, c'est cette dépossession de la terre que je rattache, moi, de toute façon aussi à l'histoire coloniale. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que nos garçons, nos enfants, ne sont pas chez eux, ne sont pas sur leur terre, que ce soit dans les pays d'origine, en fait, des terres qui ont été colonisées, ou ici dans la métropole. Et donc, voilà, donc il y a bien, oui, effectivement, cette assignation à résidence qui est faite. Alors, mais c'est pour ça que, pour moi, la solution, c'est justement d'exister dans l'espace public. C'est « Ah, vous ne voulez pas qu'on soit dans l'espace public, vous ne voulez pas que nos enfants soient dans l'espace public, eh bien, on va y aller. » Comme les folles de la place de Mai, comme je vous disais, les militaires leur ont dit « Allez, tu rentres chez toi, espèce de folle. » Et elles ont dit « Ok, on est folle. Nous, on est folle.
on est folle de rage, on est folle d'amour pour nos enfants, on ne bouge pas d'ici. Et tous les jeudis, je vous disais, voilà, elles tournaient. Les folles de la place Vendôme, c'est pareil, elles sont parties à Paris. Elles venaient de Lyon, elles venaient de Grenoble, elles venaient de partout en France. Elles sont parties à Paris, dans la capitale, pour dire on existe dans l'espace public. Nous, on ne lâchera jamais, on protège nos enfants, il n'y a rien qui va nous en empêcher. Et ben, je pense qu'il y a là quelque chose à travailler, à utiliser. C'est comment on existe dans l'espace, comment on existe dehors, quand on nous dit les mères au foyer, là. Au foyer, vous restez à la maison, vous êtes au foyer. Pourquoi au foyer? Non, dehors. Nous, on peut aussi exister politiquement dehors dans l'espace public. Alors nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est des pique-niques, des pique-niques végétariens, parce qu'on veut manger dehors, on veut que nos enfants soient dehors, jouent dehors, qui grandissent ensemble, aussi pour lutter contre les violences interquartiers, qui sont très, très nombreuses là. Et par exemple, depuis plusieurs semaines en France, il y a énormément d'adolescents, adolescentes qui sont tués dans le cadre de règlements de compte, dans le cadre de RICS. Et le fait d'exister dehors avec nos enfants, c'est aussi un moyen d'éviter les violences interquartiers. Et donc voilà, là aussi stratégiquement, le fait de s'organiser dehors, dans l'espace public, pas à l'intérieur, pas à la maison, ça permet aussi de se réapproprier ce territoire dont on cherche à nous chasser. Je crois que c'était ce que j'avais pris en note. Oui, et puis pour terminer, Ali, tu disais effectivement, c'est pas que la relation mère-fils, c'est aussi les filles. Alors oui, effectivement, alors tout à l'heure quand je parlais des mères-fils, c'est parce que les parents non blancs en France sont considérés comme étant des parents démissionnaires. Et alors c'est là où il y a une injonction paradoxale, c'est-à-dire qu'on s'occupe de nos enfants, on est des islamistes. Moi par exemple, j'ai été taxée d'islamiste juste sur l'alternative végétarienne, hein. J'ai juste demandé l'alternative végétarienne. Je voulais la charia à l'école, on allait me demander, alors je ne sais pas si vous voyez là, mais je voulais ça, si on me donnait ça, j'allais prendre tout le bras. Enfin, c'était un truc, bon, c'était en 2016, donc en plus il y avait les attentats, enfin ben, tout s'est mélangé quoi. Mais il y avait ce truc de, on agit pour nos enfants, on protège nos enfants, on est envahissant, on est communautariste, on est islamiste, mais dans le même temps, et c'est là où c'est une injonction paradoxale, on est considéré comme démissionnaire, laxiste, on ne s'occupe pas assez de nos enfants, si nos enfants sont délinquants, s'ils ne réussissent pas à l'école, etc. C'est de notre faute. Et donc voilà, et ça je pense que c'est vraiment pour nous faire péter un câble, c'est-à-dire que ça ne va jamais. On protège nos enfants, on s'occupe de nos enfants, on est islamiste, on est communautariste. Par contre, voilà, on lâche du lest, et parce qu'on se sent complètement aussi dépassé par l'institution, on est démissionnaire et pointé du doigt. Et le parent démissionnaire, en réalité, la mère notamment, la mère démissionnaire, elle est mise en lien avec le fils. Parce qu'il y a vraiment un enjeu sur les fils. Enfin, ça, vraiment, il faut le comprendre, en tout cas sur l'espace public. Il n'y a pas le même enjeu sur les filles. Dans les quartiers en France, vraiment, il y a un soutien institutionnel, politique, aux mères qui se battent contre les fils. Et ça, vraiment, j'ai travaillé beaucoup dans la politique publique. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je dis, venez les mères, on va lutter contre l'islamisation du quartier, ou on va lutter contre la drogue dans le quartier ou la délinquance dans le quartier, et donc les jeunes du quartier en réalité. Je vais être soutenue financièrement. Mais dès lors que je dis, venez les mères, on va avec nos fils pour que les ascenseurs ne soient pas en panne, pour lutter contre les violences policières, pour faire un travail autour de l'école, là, il n'y a plus de financement, il n'y a plus de soutien, au contraire, on est torpillé. Et donc, il y a bien quelque chose là à travailler. C'est pour ça que j'insiste sur cette solidarité nécessaire, pour dire, voilà, non, si on est solidaire, donc effectivement, pas que les fils, nos neveux, nos voisins, c'est pas que, évidemment, la famille, hein, c'est vraiment le quartier. Mais c'est justement ça que j'expliquais là tantôt. C'est ça qui m'interpelle moi, en fait. Parce que dès qu'on demande à la femme d'être présente physiquement, en dehors de son foyer, il y a un hic. On sent qu'il y a un malaise, il y a de la résistance, parce que moi, ça m'interpelle parce que je l'ai vécu. Ce jour-là, il y avait 40 enfants qui se sont fait arrêter par la police. Ça veut dire 40 mamans et 40 papas. Et aujourd'hui, il y a moins. C'est impressionnant. Sur 40 mamans, il n'y a que moi qui suis là aujourd'hui. Mais moi, je ne peux pas leur en vouloir à ces mamans parce que je sais bien qu'il y a une pression à la maison. Déjà, c'est des femmes qui ont des fils et des maris. Déjà, elle doit lutter contre son fils et son mari pour pouvoir sortir de chez elle. C'est un combat au quotidien. Alors, comment cette mère, c'est vrai qu'elle a une puissance qui est incroyable, ça, j'en doute pas, j'en suis sûre et certaine, mais comment on fait pour la faire sortir, cette mère-là, de chez elle? C'est ça, en fait, la vraie question. Toi, tu en as parlé avec elle et elles t'ont dit on ne fera rien. Mais franchement, j'ai même pas pu en parler parce que je voyais que c'était tellement fermé, limite, comme tu as dit là tantôt, je sonnais aux portes, on n'ouvrait pas. Même parler, on ne peut pas. Donc, comment on fait dans ces cas-là, concrètement? Parce que moi, chez moi,
j'essaye de faire de la résistance, voilà, parce que j'ai un fils qui est grand, qui a 19 ans, j'ai un mari, donc on en discute, on en parle, etc. Après, bon, on discute, chacun, je les écoute, je donne de l'écoute, bien sûr, au fils, au mari, parce que faut pas nier, on est dans une société où, enfin, c'est patriarcal, c'est les hommes qui ont le pouvoir, donc ils se sentent au pouvoir. Après, quand on en parle, c'est vrai qu'ils me soutiennent, j'arrive à obtenir le soutien, mais comment on fait pour toutes ces femmes qui n'arrivent pas, en fait, à, à, à s'exprimer et à déposer tout ça et en parler ouvertement? Or que c'est elles les principales actrices, en fait. Comment on fait pour mener un combat pour des personnes qui sont concernées, mais elles ne sont pas là? C'est difficile quand même. Bah, c'est difficile si tu es toute seule, Saïda. Si tu es Oui. toute seule. Parce que, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé que l'on soit 2, 3, 4. Tu vois, 2, 3, 4 personnes, déjà, tu n'es pas isolée, tu n'es pas toute seule. Déjà, tu peux pester sur les personnes qui n'ouvrent pas la porte. Tu vois, parce que moi, je me souviens que dans un quartier donné, on a fait du porte-à-porte. Les gens, c'était pour eux, c'était même pas notre quartier. On a même mis de notre poche pour acheter des trucs. Et en fait, on frappait, les gens n'ouvraient pas. Et je sais que déjà, le fait de dire, mais tu vois, de pester, quoi, de se mettre en colère, de dire, mais regardez, ils n'ouvrent même pas la porte, c'est pour eux qu'on fait ça, c'est pour leurs enfants, ils n'ouvrent pas. Déjà, ça, il faut que tu puisses en parler au moins à une personne. Tu vois, 2 personnes, 3 personnes, parce que c'est sûr que si tu te retrouves isolé, si toi, tu portes toute cette charge-là, franchement, c'est vrai que Mais en même temps, oui, parfois, il y a des luttes qui ne peuvent pas se mener parce que les gens ne se sentent pas à ce moment-là concernés. Tu vois, ils ne se sentent pas assez concernés. C'est-à-dire, c'est une question de vie ou de mort. Ils lâcheront jamais. Moi, je connais des gens, je te jure, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils sont sans papier. Ils sont sans papier. On a violenté leur enfant. Je te jure qu'ils n'ont rien. Ils sont sans papier. Ils lâchent rien. Ils sont pendant des années et des années, des années en procédure judiciaire, mais ils ne lâchent pas. Tu vois. Et il y a des gens, non. Il y a des gens, pourtant, ils ont un certain confort, ils ne sont pas non plus. Mais eux, ils calculent dans leur tête que ça ne sert à rien. Tu vois. Et là, tu ne peux rien faire. Je veux dire, il y a des luttes, malheureusement. Ce jour-là, ce n'est pas encore le moment, mais ça peut être demain, ça peut être après-demain. Mais ça, oui, moi, je sais que parfois, je regarde quand on me sollicite sur telle ou telle oppression, telle ou telle discrimination. Moi, quand je viens et que je vois que vraiment le quartier ne bouge pas du tout, que les gens ne sont pas du tout intéressés, que franchement, parce que moi aussi, je ne peux pas mettre de l'énergie partout. Dès que je vois qu'il n'y a pas assez, j'arrête. Je me dis, on verra demain, après-demain. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose, un déclic qui va faire, plus de personnes, etc., qui vont. Et ça va revenir. De toute façon, les quartiers, surtout les quartiers populaires, ils ont la mémoire des oppressions. C'est-à-dire que, OK, il y a quelque chose qui a été encaissé ce jour-là. Peut-être que si ça ne bouge pas ce jour-là, demain, après-demain, il va y avoir un cumul qui va faire que ça va exploser. Tu ne t'y attendras pas. Mais Oui. par contre, forcer la lutte, si vraiment tu ne trouves personne, c'est pas la peine. Parce que c'est la peine. Je veux dire, l'énergie ce jour-là qui n'en vaut pas la peine. Par contre, c'est demain, après-demain, en fait. Donc, essayez d'avoir d'autres espaces, peut-être plus nationaux. Je sais qu'il y a des choses nationales qui se font en Belgique, donc pas forcément le quartier ou pas forcément les personnes concernées, mais voir avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément concernées par cette affaire-là, mais qui traitent de ces questions-là. Bref, mais ton énergie, effectivement, ne la perds pas si tu vois que les gens concernés, en fait, à ce moment-là, ne se sentent pas d'y aller. Tu vas te... Parce que toi aussi, tu as tes enfants, tu as ta famille. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi plusieurs collectifs. On mentionnait le collectif des Madres à Bruxelles. Il y a des collectifs actifs peut-être plutôt sur la région bruxelloise, et il y a moyen de faire des ponts et de mettre en contact, de prendre contact avec différentes personnes. Mais peut-être je voudrais aussi écouter les autres parce qu'il est déjà 21h22 et que je voudrais prendre des réactions de tout le monde, si ça ne vous dérange pas. On pourra peut-être allonger un peu la soirée, hein, puisqu'il est déjà cette heure-là, mais on n'ira pas jusqu'à 11h du soir non plus. Alors, je vais juste me permettre de proposer à Saïda, tu sais, je suis invitée à Bruxelles la semaine prochaine, je crois le 26 ou le 27, et on peut prendre un temps, si tu as le temps, on peut discuter un peu voilà, parce que moi je connais quelques personnes aussi à Bruxelles qui sont sur ces questions-là, peut-être on peut organiser quelque chose de... Bon, voilà, ça peut être l'occasion de discuter, puis là, du coup, de libérer un petit peu de temps et d'espace sur ce point-là. Mais aussi, si tu es dispo à ce moment-là, on peut prendre un café. Bon. Ok, merci. Je vous mettrai en contact. Je ne manquerai pas de vous envoyer les contacts l'une à l'autre. Okay. Peut-être une réaction d'Aline, de Caroline ou d'Ali sur ce qui a été dit. Prenez la parole, hein, je vous la laisse.
Bon, je me lance. Ben oui, en effet, tu avais tout à fait, c'était tout à fait ça dans ta réponse. L'image de la mère dans le monde du travail, il n'y en a pas en fait. On doit oublier tout le reste et se focaliser sur ce qu'on est au travail, point final. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on est sorti de là, on n'a plus d'image du tout. Donc, et c'est ça qui est très difficile à revenir aussi. Ce qui fait que moi, je me retrouve à 30 ans avec des étudiants de 18 ans en études supérieures, avec 2 enfants, un mari. C'est un peu spécial, mais on fait avec. Mais c'est vrai qu'au niveau du syndicat, etc., c'est une bonne idée et c'est à creuser, en tout cas. Bon courage en tous les cas. Que tout se passe bien. Caroline, je vois que tu as envie de prendre la parole. Oui, je veux bien prendre la parole. C'est super intéressant, hein, franchement. On pourrait rester toute la nuit, je pense, Ouais, franchement, oui. à vous écouter. Et donc, ce que j'avais envie peut-être de partager, c'était donc comme Sophie le disait tout à l'heure, donc moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Mère au front. Donc, un nom moins poétique que le front de mer, qui est plus guerrier, mais qui est en fait voilà, assez proche dans la philosophie du front de mer, même si voilà, on n'est pas un syndicat. Enfin, voilà, il y a aussi beaucoup de différences, mais je pense qu'il y a plein de choses communes. Et je m'interroge au fait parce qu'on est... on n'est pas encore très représentatif au fait de toute la population bruxelloise. Bon, on existe depuis vraiment pas longtemps. On est né en plein confinement, le jour de la fête des mères l'année passée. Mais on aimerait en fait être beaucoup plus représentative. On aimerait justement se rapprocher de collectifs qui sont actifs sur le terrain. Et parfois, ça peut être très maladroit. Et justement, je parlais ce matin avec une amie, Faouzia, qui est belge d'origine marocaine, et je lui disais justement que j'étais à cette rencontre ce soir. Et puis je lui disais, bah voilà, toi qui est beaucoup plus en lien avec justement toute la communauté marocaine de Bruxelles, comment est-ce qu'on pourrait peut-être, est-ce que toi tu aurais un collectif de mamans, de grand-mères? Je lui demandais un peu des idées, comme ça, comment est-ce qu'on pourrait se rapprocher, mais de manière juste, en fait, pas dans l'idée, parce que je pense qu'il y a aussi une certaine frustration parfois de collectifs qui viennent en fait faire la leçon, qui viennent justement dire on va venir vous apprendre à vous occuper d'écologie. Et donc parfois les gens n'ont même pas envie d'entrer en lien, comme tu disais. Tout le monde, on peut se faire fermer la porte parce qu'il y a des clichés au fait en se disant ben non, moi, s'ils viennent pour m'apprendre quelque chose, en fait, j'ai pas besoin d'eux. Et c'était mignon parce que Faouzia, elle me disait en tout cas, ne nous approchez pas en nous demandant de venir faire les gâteaux ou le couscous. Parce que comme mère marocaine, elle disait, moi, dans l'école de mes enfants, par exemple, quand on me demandait quelque chose, c'était de faire les gâteaux à la fête de l'école. Bon, je te fais très bien. Et donc, on plaisantait parce que du coup, parfois, en fait, il y a ça part parfois d'un bon sentiment, du coup, dans l'idée de vouloir entrer en lien, créer du lien, mais avec une méconnaissance ou bien une maladresse, en fait, ou parfois même le fait d'avoir peur et donc, du coup, on n'entre pas en lien. Et parfois, peut-être aussi une maladresse qui est renforcée parce qu'il y a parfois beaucoup de réactivité et à raison en fait de frustration de personnes qui sont justement tellement invisibilisées, qui n'ont pas la parole, qui sont victimes encore plus quand on regarde les statistiques par rapport aux injustices sociales, climatiques, etc. Il y a vraiment, voilà, on pense au confinement qui est venu encore plus, ça n'a été qu'un révélateur d'injustice et d'inégalité incroyable dans la société. Donc, bon, nous, en Belgique, on avait encore le droit de se promener dans les parcs, etc. Mais je sais qu'en France, voilà, il y avait d'office, c'était terrible. Et donc, est-ce que tu peux poser ta question? Je suis désolée de t'interrompre. Non, tu as raison. Donc, ma question, c'est voir comment. Ouais, excuse-moi, mais c'est comment faire en fait. Est-ce que toi, tu étais dans l'autre sens quand je lisais ton bouquin, c'était que parfois, c'était difficile aussi de ne pas être taxé justement, d'avoir un agenda caché, etc. Toi, ce serait quoi ton idée? Comment est-ce qu'on peut tisser du lien? Voilà, en gros, c'est ça. Désolée de ne pas avoir été très claire. La question, elle est très, très claire. Et puis, le constat que tu fais est aussi clair. Pour te répondre rapidement, mais
Peut-être point par point. Bon, déjà, moi, l'idée de la représentativité, ce n'est pas une question qui m'intéresse beaucoup. La diversité, la représentativité et l'inclusivité, par exemple. Ça, vraiment, alors pour avoir beaucoup travaillé dans les politiques publiques et la politique de la ville en particulier, qui est une politique de gestion coloniale des quartiers populaires, clairement en France, vraiment, j'ai vu apparaître cette notion d'inclusivité déjà dans les années 2000. Et en fait, en réalité, elle est apparue en France dans les années 90. Et elle accompagnait cette notion d'inclusivité, enfin, pour vous dire vraiment, hein, c'est vraiment un terme, maintenant il est très très militant, etc. Mais en fait, c'est un terme horrible concrètement, parce que ça accompagnait des processus de gentrification. C'est-à-dire qu'on avait des villes, notamment, par exemple, moi je viens de Lille, donc Lille, où il y avait l'immigration, la classe ouvrière immigrée qui était à l'intérieur de la ville. Moi, j'ai grandi dans une cité ouvrière à l'intérieur de Lille. Et on a eu donc des phénomènes de gentrification. Lille, c'est un cas d'école, où on a vu une population classe moyenne supérieure, blanche, etc., s'enthousiasmer pour ces quartiers anciennement ouvriers, et donc racheter, etc. C'est toute l'image des manufactures, etc., qui ont beaucoup plu, les Courets à Roubaix, etc., qui ont beaucoup plu à cette classe moyenne supérieure. Et alors, cette classe moyenne supérieure qui venait d'arriver donc hier, avant-hier, et qui était là dans des quartiers où les personnes qui habitaient là depuis, par exemple, la population algérienne à Lille, à Roubaix, elle est là depuis un siècle. Vous voyez, donc en fait, c'est une population qui était là depuis un siècle, qui était là chez elle, à Roubaix, et c'est des gens qui arrivaient donc, à Lille ou à Roubaix, donc encore une fois, classe moyenne supérieure blanche, et qui se posaient la question de l'inclusivité. Voilà, et donc ils étaient comme ça en centre-ville, ils prenaient toute la place, alors qu'encore une fois, ils ne faisaient qu'arriver, ils mettaient des pressions. Vous connaissez le processus de gentrification, une pression sur l'immobilier, sur le loyer, et qui poussait du coup la population qui était là depuis très très longtemps, qui l'a poussée comme ça vers la périphérie, vers l'extérieur, et qui se réappropriait comme ça l'espace, mais quand même poser la question de l'inclusivité. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, ce que je trouve intéressant dans cette notion d'inclusivité, c'est qui inclut qui. Voilà, parce qu'en fait, moi, ce que j'avais envie de dire à l'époque dans ces projets d'inclusivité, c'est pourquoi c'est vous qui venez d'arriver hier, en fait, qui cherchez à inclure des gens qui sont là depuis, qui sont chez eux et qui sont chez elles depuis des siècles et des siècles. Pourquoi c'est dans ce sens-là? Pourquoi c'est pas plutôt les personnes qui habitent là, en fait, qui font ce travail de vous inclure ou pas, d'ailleurs, de vous inclure ou pas. Donc vraiment, cette histoire d'inclusivité, elle est vraiment, je la trouve vraiment très très problématique, hein, parce qu'il y a un sens en fait à l'inclusivité. Il y a des gens qui incluent, il y a des gens qui sont inclus. Bon, il y a des gens qui sont actifs, il y a des gens qui sont passifs. Donc, vraiment, cette notion d'inclusivité, bon, je trouve que politiquement, elle est bancale. La représentativité, la diversité, très bancale aussi, parce que vraiment, quand on voit certains projets autour de la diversité, autour de la représentativité, quand on voit qui sont les représentants en question, qui sont les divers en question, et comment parfois ils peuvent se retourner contre eux, soi-disant leur communauté d'origine. Bon, typiquement dans le cinéma français, par exemple, il y a des séries françaises qui sont financées au titre de la diversité. Et on dit, voilà, là, attention, il va y avoir plein de noirs, plein d'arabes dans la série. Et c'est horrible. Je veux dire, il y a des séries qui sont horribles, qui sont sur des clichés sur l'islam, enfin qui sont islamophobes déjà, souvent, et qui sont sur des clichés sur voilà comment ça fonctionne un noir, voilà comment ça fonctionne une arabe, voilà. Et en fait, moi, alors, il m'arrive d'écrire quelques critiques ciné, j'en suis à me dire, mais je préfère aller regarder un film, une série où il n'y a que des blancs, que des blancs. Voilà, c'est pas grave, il n'y a pas de diversité, je préfère ça. Maintenant, j'en suis là, me dire, mais ne parlez pas de nous, ne dites rien sur nous, c'est pas grave, on vous pardonne, juste laissez-nous tranquilles. Non, parce qu'il y a des trucs, c'est vrai qu'on se dit, mais si c'est ça la diversité, au secours. Donc, représentativité, diversité, c'est pas l'enjeu. En fait, parce que en fait, dans une entreprise, il y a de la diversité, il peut y avoir des patrons blancs et des femmes de ménage noires. Il y a de la diversité dans l'entreprise, simplement, il y a un système de domination et un système d'exploitation. Donc, la question, c'est l'égalité. C'est ça dont on doit se souvenir aujourd'hui. C'est la question de l'égalité, de la justice sociale et de l'égalité, pas la question de la diversité et de la représentativité. Sur la question des maladresses que tu poses, Caroline, tu dis voilà, il y a parfois des maladresses et du coup des désaccords, etc., que tu trouves légitimes. Oui. Et malheureusement, on ne peut pas en faire l'économie. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on vit dans un système où il y a des rapports sociaux de domination, tu l'as dit, entre les uns, les unes et les autres. C'est comme ça. Par exemple, l'intersectionnalité, le concept d'intersectionnalité, de féminisme intersectionnel, de féminisme décolonial, etc., est né notamment des rapports raciaux de domination entre notamment les femmes blanches et les femmes non blanches.
Je veux dire, il y a bien un rapport racial de domination. On n'est pas Bell Hooks qui dit ouais, la catégorie femme n'existe pas. Ça n'existe pas. Je veux dire, il y a tellement de rapports sociaux de domination, de hiérarchisation, d'exploitation, y compris au sein de ce groupe femme, que ce groupe n'existe pas. Et donc, il ne faut pas rêver. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on en appelle à un féminisme comme ça, dit inclusif, où on est tout ensemble, que du jour au lendemain, on va se comprendre parfaitement, que ça va très très bien se passer, etc. Non, forcément, ça ne se passe pas toujours très très bien. Donc effectivement, parfois, il y a des maladresses, il y a des colères, il y a des désaccords, il y a des conflits, il y a des tensions. Oui, c'est un passage obligé. Maintenant, on peut croire aussi à la finalité, c'est-à-dire la finalité, c'est un projet politique commun sur des valeurs, non pas par rapport à ce qui nous définit, à ce à quoi nous sommes assignés, identifiés, notre couleur de peau, notre genre, notre classe sociale, mais par rapport à des valeurs qu'on défend, à des principes qu'on défend, voilà, des trucs simples, hein, l'égalité, la justice sociale, la justice environnementale, le respect du vivant, etc. Donc des valeurs sur lesquelles on se met d'accord, des objectifs, un projet politique sur lequel on se met d'accord, mais pour y arriver, alors il faut y croire, moi j'y crois, mais pour y arriver, oui, on va devoir se taper un peu dessus, ça va être très très conflictuel, oui, évidemment, mais c'est comme ça. Je veux dire, ça, je n'ai pas de solution à ça parce que je sais que oui, je participe à assez de réunions militantes, assez de temps militant pour savoir que oui, c'est quand même très très difficile, c'est pénible, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est un passage obligé. Alors moi, la solution que j'ai par rapport à cette histoire de alors comment on fait lien ensemble, comment on essaie de travailler ensemble, etc. C'est oppression, lutte. Voilà. C'est pas alors je cherche. Qu'est-ce qu'il y a ma puce? Dis-moi. Excusez-moi, hein, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a ma puce? Mais j'en profite pour demander à tout le monde si vous êtes OK qu'on aille jusqu'à 10 heures, parce qu'à mon avis, la conversation peut se prolonger. Et puisque vous êtes d'accord, on demandera quand même l'accord de Fatima quand elle aura terminé. Mais comme ça, j'annonce aussi à ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pourrez nous suivre jusqu'à 10 heures. Est-ce que ça va pour toi, Fatima? Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Moi, je pensais que c'était 10 heures, en fait, pour te dire. Ah voilà, j'avais dit 9h30, donc normalement, ça se terminait déjà, mais je vois qu'on est bien parti, donc je prolonge, j'annonce officiellement la prolongation de 25 minutes. Alors, il y a ma fille qui est super contente parce que du coup, voilà, je pensais qu'elle dormait avant qu'on commence. Et en fait, non, elle savait qu'il y avait une conférence et du coup, elle en profite. Bon. Oui, alors ce que je disais, c'est que déjà, ne pas se dire, voilà, on va chercher la représentativité ou on va chercher à mieux représenter la population belge, etc. Mais dire plutôt, il y a des sœurs, il y a des femmes, il y a des parents, il y a des citoyens, des citoyennes qui subissent une oppression, qui engagent une lutte. Et la question, c'est plutôt de savoir c'est comment on va s'associer à cette lutte. Comment cette lutte-là, par rapport à cette oppression subie, c'est notre lutte aussi. Je dis ça parce que je trouve, moi, que c'est beaucoup plus sain de partir là-dessus, de dire « Ah, mais moi, je vais aller aider sur cette lutte, c'est la mienne. » Plutôt que de se dire simplement « Ça serait bien qu'on soit plus représentatif de la société, qu'il y ait plus de Noirs et d'Arabes en notre sein, qu'il y ait plus de musulmans. » Enfin, je trouve que là, ce truc-là de la représentativité, comme j'ai dit, c'est plutôt bancal. Par contre, se dire il y a des enfants qui ont été mis à genoux, qui ont été brutalisés, qui ont été stigmatisés. Il se trouve que ce sont des enfants, pour l'essentiel, non blancs. Mais ce sont des enfants, en fait. Ces enfants, ça aurait pu être mes enfants. Et moi, je vais aller aider parce que c'est ma lutte aussi. Voilà. Moi, je refuse, en fait, de vivre dans une société où on brutalise les enfants, où on humilie les enfants. Voilà. Ça, je trouve que de penser comme ça, sans se dire, je vais aider les enfants des autres. Parce que c'est ça le problème aussi de la société raciste dans laquelle nous vivons, c'est que malheureusement, en fait, il y a des personnes qui, lorsqu'elles voient un enfant blanc être brutalisé, elles se disent « ça aurait pu être mon fils, ça aurait pu être ma fille ». Par contre, lorsqu'elles voient un enfant non blanc être brutalisé, soit elles s'en foutent, sont indifférentes à son sort, soit elles se disent « ah, je vais être solidaire de la famille, de l'enfant, etc. » Mais sans s'identifier, sans se dire « mais ça aurait pu être mon fils, ça aurait pu être ma fille ». C'est ça le problème. Et ça, c'est malheureusement la structuration raciste de la société dans laquelle on vit. Mais dès lors qu'on arrive à passer ce cap-là, c'est-à-dire se dire mais comme, par exemple, voilà, des retraités, par exemple, qui vont se battre contre un dispositif discriminatoire qui vise les étudiants, par exemple. Bon, les retraités, ils ne sont pas concernés par le dispositif. Et pourtant, ils y vont, c'est leur lutte. Ils disent, moi, je ne veux pas d'une société où on écrase la jeunesse, où on écrase les étudiants. Eh bien, il faut réussir à trouver la même chose entre nous.
C'est-à-dire que les enfants, même quand ils sont de classe ouvrière, moi je suis de classe moyenne supérieure, j'y vais. Ces enfants sont noirs, moi je suis blanche, j'y vais. Ces enfants sont musulmans, moi je ne suis pas musulmane, mais j'y vais parce que c'est ma lutte aussi. C'est en tout cas ce qu'ils ont subi. J'accepte pas. C'est l'humanité dont je parlais tout à l'heure, en fait. Moi, j'y crois, ça, mais il faut y travailler. Il faut vraiment réussir à se dire, si je vois ça, si j'observe ça, je l'accepte pas, même c'est pour moi que je l'accepte pas. C'est pas pour aider, en fait. C'est pour moi, je ne supporte pas de vivre dans cette société. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus sain de partir là-dessus. Déjà, je trouve que c'est plus rassurant pour les personnes qui accueillent, du coup. Quand vous venez et vous dites, mais moi, je ne viens pas pour être inclusive ou représentative ou je ne sais pas quoi. Moi, je viens parce que ce qui est arrivé à vos enfants m'est insupportable. Et je viens parce que vous luttez, et ben moi, je vais vous aider et on va lutter ensemble. Et on va lutter ensemble pour vivre dans une autre société, pour que nos enfants, les miens et les vôtres, soient plus solidaires, puissent voilà, grandir heureux et les uns et les autres. Voilà. Et ça, je trouve que ça marche bien. Je trouve que quand on a ce discours-là, en fait, cette proposition politique-là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est désirable, en fait, qui donne envie de se battre. Et pas ce truc-là dont tu parlais tout à l'heure, hein, où on a l'impression que oui, mais elle veut venir nous gérer, elle veut venir nous contrôler, elle vient avec ses... Voilà, et ça, malheureusement, oui, parce qu'il y a eu ça déjà. Comme j'ai dit tout à l'heure, Saïda, je t'ai dit, il y a eu ça. Il y a eu beaucoup ça. C'est-à-dire des gens qui sont venus et qui nous ont confisqué la parole, qui ont instrumentalisé nos luttes et qui ne se servaient de nous, moi je le vis encore aujourd'hui, hein, qui ne se servent de nous que pour décorer de nos têtes d'arabes, de nos têtes de noirs, de nos têtes de musulmanes, de nos têtes de femmes qui portent un foulard. Ils veulent juste décorer leur scène, en fait. C'est juste pour dire, bah, regardez, on n'est pas raciste, il y a des... Bon, et ça existe. Ça existe. Donc, pour éviter... Et donc, on peut comprendre pourquoi des personnes sont méfiantes par rapport à celles qui viennent frapper à la porte. Bon, pour reprendre l'histoire du porte-à-porte. Mais dès lors que c'est une lutte, ça veut dire il faut suer dans la lutte, il faut perdre des choses, il faut perdre du temps, il faut perdre de l'énergie, etc. Et qu'on voit bien qu'on est toutes au charbon, c'est-à-dire qu'on s'y met toutes à plusieurs ou tous, si ce n'est pas que des femmes. Bon, là, je trouve que ça crée une solidarité, voire même une sororité qui est précieuse et qui, du coup, construit en fait le commun, quoi. Bon, ça a l'air un petit peu bisounours ce que je dis, mais vraiment, j'ai pu l'expérimenter et j'ai pu voir à quel point vraiment, comme ça fonctionnait. Posé comme ça fonctionnait. Moi, les gens qui ne luttent pas, c'est-à-dire que quand je mène une lutte, par exemple, avec d'autres, là où je vis à Bagnolet, les gens qui ne sont pas sur la lutte, moi, je ne les calcule même pas. Moi, les gens qui simplement, c'est la théorie, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut être plus radical, il faut pas... Ça glisse sur l'ongle de mon petit doigt. Par contre, des gens qui sont là au moment où il faut lutter, ils vont au charbon comme moi, ils sont là, ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leurs enfants aussi, de leur famille, ils parlent d'eux aussi, de ce qu'ils veulent, quelle société ils veulent. Moi, je trouve ça légitime et pour moi, c'est des frères, c'est des sœurs et on est ensemble. Donc, mais si je puis me permettre, là tantôt, vous avez parlé d'un point qui m'a bien interpellée, c'est quand vous avez expliqué le phénomène de la victoire, en fait. Donc, quand on dit à des personnes de lutter, il faut bien leur stipuler qu'il y a une victoire possible et réelle. Parce que moi, personnellement, je l'ai vécu au sein de ma famille, au sein de mon foyer. Donc, quand je discute avec mon mari et mes enfants, j'ai 2 enfants qui sont déjà grands, un garçon de 19 ans, une fille de 17 ans. Donc, ils sont déjà à leur esprit critique, ils ont des questions, ils ont leur propre vision déjà de la vie. Et ils discutent avec moi justement de ça. Et la seule manière que j'ai trouvée, en fait, pas d'avoir gain de cause, mais vraiment d'avoir leur soutien et leur écoute, c'est quand je leur ai expliqué que moi, j'ai dit à ma fille de 17 ans, moi, ma qualité de vie en tant qu'immigrée ici, d'enfant d'immigrés en Belgique, elle n'était pas la même que la tienne. Et quand je lui ai raconté mon histoire à moi, pour qu'elle puisse voir la différence avec la vie qu'elle est là, ça lui a fait écho, ça lui a parlé. Et j'ai dit la même chose à mon fils, j'ai dit, toi, la vie que tu as aujourd'hui ici en Belgique, à Bruxelles, ce n'est pas la vie que mes frères ils avaient il y a 30 ans. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est pas tombé du ciel, j'ai dit. Il y a des gens qui ont milité, il y a des gens qui se sont battus pour que vous puissiez avoir une qualité de vie comme ça. Et je suis contente, ça me fait du bien. J'ai envie d'avoir une meilleure qualité encore pour mes petits-enfants et pour les générations suivantes. Et c'est pour ça que je le fais. Et là, quand ils ont vu du sens, ça leur a parlé. Ils m'ont dit, ah ben là, dans ce cas-là, on te soutient, maman, on est à fond avec toi, vas-y, on est là.
Ça fait penser, ce que Saïda a dit, ça fait penser à un volet que tu as peut-être moins évoqué de ton ouvrage pour le moment, Fatima, c'est cette importance de la transmission et de la transmission des luttes. Mais je ne sais pas si peut-être Ali veut dire un mot avant que tu rebondisses. Moi, je vais peut-être répondre rapidement. Et je suis totalement d'accord avec le mot diversité qu'on utilise un peu trop souvent, et surtout en fait les institutions. Et là récemment, on dit, oui, mais regardez la police, on a de la diversité dans la police. Eh ben, étonnant à voir, mais la diversité qu'on retrouve dans la police sont souvent les plus violents en fait. Moi, je vous le dis, le premier flic qui m'a collé une gifle, il s'appelait Karim, parce que c'était marqué ici Karim. Et en fait, le problème, c'est que même si on a de la diversité dans les institutions, eh ben, on rentre dans les codes, en fait. On rentre dans les codes et on veut faire mieux. On veut toujours faire mieux que les autres en disant j'ai le droit d'être ici, j'ai le droit d'être policier en étant marocain. Et du coup, ils répercutent ces violences contre leur propre communauté qu'ils ont aussi peut-être vécu parce qu'en fait, ils veulent rentrer dans les codes. Et le problème, c'est pas de vouloir. À ce moment-là, ça me dérange pas d'avoir de la diversité. Enfin, ça me dérange d'avoir de la diversité en fait, dans la police. Et pour moi, le plus important, c'est pas le fait d'en avoir ou de ne pas en avoir, c'est vraiment, c'est plus haut en fait, c'est un truc qui est institutionnel. Là, on pourra en débattre encore des heures et des heures. Et je voulais revenir aussi sur la partie écologie, parce qu'en même temps, si je suis un peu investi en écologie, et moi, je fais partie d'écologie qui est la version écolo jeune en Belgique, mais qui est indépendante du parti politique, parce qu'elle a ses propres idéaux. Et en fait, je suis un des rares gars, une rare personne racisée issue d'un quartier populaire, en fait, parce qu'en fait, même si on est les premiers touchés par la crise climatique et que ça va nous toucher bien plus que les classes moyennes, ben c'est dur de sensibiliser à cette cause parce qu'en fait, il y a d'autres problèmes. En fait, moi, comme je le racontais par rapport à ma vidéo, à l'école, on est discriminé, on se fait jeter, on se fait reléguer, on a la précarité. Du coup, est-ce que j'ai le temps de réfléchir à si un arbre pousse bien, selon eux, en fait, alors que en fait, on essaie juste de me reléguer, m'envoyer au chômage et m'envoyer travailler à la RATP, enfin à la STIB. C'était des boulots très. J'ai travaillé à la STIB, donc pour vous dire, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais en fait, on nous recase et on n'arrive pas en fait à se sensibiliser parce qu'on ne nous donne pas les moyens. Moi, je le dis, alhamdoulilah, j'ai pu rebondir et je rebondis, je continue parce qu'il y a encore des portes qui se ferment tout le temps et on essaie de les défoncer. Mais c'est pas tous les jeunes n'ont pas cette chance en fait. Et je pense que c'est d'où l'importance en fait des mamans de soutenir leurs enfants et de se donner les moyens parce que souvent il arrive que les mamans sont impassibles et laissent aller en fait. Et du coup, c'est important en fait. En tout cas, je suis totalement d'accord avec Fatima et aussi Saïda, avec vous, avec tout le monde en fait, dans cette room parce que je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Et merci encore. Merci. Fatima, tu as sans doute des choses à répondre à ce qui vient d'être dit. Oui, bah alors juste un mot sur ce que tu disais, Saïda, mais alors du coup, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Aline aussi, sur la transmission, effectivement, parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup dans le livre, aussi comme un outil de lutte, c'est-à-dire, en fait, c'est le pouvoir que l'on a, le pouvoir que l'on a en tant que mère passe aussi par la transmission, sur comment on éduque nos enfants et comment, en fait, on apprend à nos enfants à ne pas se résigner, c'est-à-dire on transmet une capacité à ne pas se résigner. Et ça, pour moi, c'est au cœur du projet pédagogique que l'on devrait avoir en tant que parent. Et Aline, tout à l'heure, quand tu disais, voilà, bah moi, alors je ne sais plus l'âge que tu donnais tout à l'heure, mais voilà, à tel âge, bah en fait, voilà, je suis obligée d'aller prendre des cours, etc., avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes, etc. En fait, je me dis, ça, c'est comme ça que tu le donnes à voir et que tu le dépeins, mais en même temps, tu vois, tes 2 enfants, il me semble que tu en as 2 filles, tu vois, en fait, ça se trouve, elle te voit pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, tu peux faire en sorte qu'elle ne te voit pas comme ça. C'est-à-dire, au contraire, elle te voit vraiment comme une super héroïne, quoi. Qui, malgré tout, elle a eu ses enfants, ses 2 enfants, elle a été machin, et elle reprend des cours, elle reprend une formation, elle reprend des études, etc. Elle arrive à gérer, elle arrive à. Et ça, je trouve qu'en fait, le simple fait de se battre, en fait, donc, et après, voilà, quand on se bat pour reprendre des études, pour retrouver un travail, pour se battre, bah, par exemple, sur l'alternative végétarienne, pour vous donner cet exemple-là, bah, c'est 5 ans de lutte, c'est vrai. Donc, c'est 5 ans, etc. Bah, voilà, ma fille qui est à côté, en fait, à l'époque, elle était toute petite, elle était en maternelle, elle était en petite section, et elle m'a vu vraiment, c'était, voilà, m'arracher les cheveux, quoi, mais en disant, voilà, je ne lâcherai jamais,
voilà, on va se battre. Et je la prenais avec moi. Elle venait, la pauvre, elle a fait toutes les réunions, les manifs, les machins et tout. Mais c'était aussi pour qu'elle soit actrice, en fait, parce que nos enfants sont aussi des sujets politiques, ils doivent aussi être acteurs, en fait, de ce qui leur arrive. Et donc, je les trimballe avec moi pour lui dire, tu vas voir, il y a une injustice, ça c'est une injustice, mais tu vas voir, maman va s'en occuper. Les mamans vont s'en occuper. Et ça, ben, ça l'a construit, j'espère. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'elle grandit avec cette idée que quand elle est confrontée à une injustice, eh ben en fait, il y a moyen de lutter contre, quoi. Et de voir sa mère, ses parents, son entourage, les adultes de son entourage, de voir que sa mère ne se laisse pas faire, se bat, etc., et ben ça l'a construit dans cette capacité à ne pas se résigner, dans cette confiance en soi, etc. Et ça, je trouve que vraiment, ça passe beaucoup par la transmission et c'est, pour moi, primordial. D'où l'image du dragon, hein. Je n'ai pas choisi un chaton ou un petit truc tout mignon. C'est vraiment, voilà, ça crache du feu, quoi. Donc voilà. Et puis alors, sur l'écologie, juste une chose, Ali, par rapport à la distinction que tu fais, alors là, du coup, je ne te vois plus, hop. Voilà. La distinction que tu fais entre d'un côté des préoccupations qu'on pourrait avoir, bon, bah, tu l'as bien dit, hein, le racisme structurel, des problèmes, les violences policières, etc. Et puis des préoccupations qui paraissent un petit peu lointaines, un petit peu abstraites. Bah, en fait, moi, je remets quand même en question un petit peu cette distinction que l'on fait, voir cette dichotomie, parce que en réalité, tu vois, tout à l'heure, tu parlais, toi, du fait d'exister dans l'espace public, d'exister dehors. Tu disais, mais c'est quand même grave, juste parce qu'on existe, on est verbalisé, on est criminalisé, on est frappé, etc. Et ben, ça, en fait, tu vois, on peut le qualifier, cette volonté, cette exigence d'exister dehors, de liberté fondamentale. C'est la liberté de circuler dans l'espace public, tu vois. C'est une liberté fondamentale. C'est abstrait. Tu vois, il n'y a pas plus abstrait qu'une liberté fondamentale. Il n'y a pas plus noble, tu vois, dans le champ politique qu'une liberté fondamentale. Et pourtant, on y est particulièrement attaché. Nous, habitants racisés, comme tu dis, des quartiers populaires. Donc, tu vois, et ça peut être au cœur de l'écologie. Tu vois, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à le réchauffement climatique, ça paraît très abstrait, le nucléaire, des choses comme ça. Enfin, le nucléaire, pas pour la Belgique, c'est une question qui est très centrale en France. Mais c'est vrai que cette exigence de pouvoir circuler dans l'espace public, c'est une liberté fondamentale. Et je te dis ça parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que dans les quartiers populaires, nous, on s'occupe que de manger, de respirer, tu vois, de choses primaires, en fait, et que par contre, l'écologie, pour les classes moyennes supérieures, tout à coup, c'est la noblesse d'âme, c'est les grands principes, c'est les droits fondamentaux, Non, nous aussi, on tient à nos libertés fondamentales, en fait. Tu vois, donc, je trouve que la distinction, elle ne se fait pas là-dessus, en réalité. Non, moi, tout à l'heure, je n'ai pas réagi quand Thierry, en introduction, disait, mais voilà, dans les quartiers populaires, les classes populaires, voilà, il n'y a pas d'appropriation forcément de l'écologie parce qu'ils ont autre chose à s'occuper. C'est ce que, voilà, pour caricaturer un petit peu. Moi, ça, je refuse cette idée-là, et je l'explique bien dans le livre. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on est comme tout le monde, en fait. On aime nos enfants, on veut que nos enfants puissent respirer, qu'ils puissent bien manger. On est bien conscient que nous sommes la population qui subit le plus d'inégalités environnementales. Donc, c'est toute la question de la justice environnementale et en particulier du racisme environnemental. Donc, voilà, on est bien conscient que si on doit tous mourir un jour, nous, on mourra la veille. Voilà, ça, on le sait, on mourra avant les autres. Donc, donc, le problème, ce n'est pas la conscience de ça. Le problème, c'est que quand on essaie de s'organiser politiquement pour lutter contre ça, pour lutter contre cette oppression, y compris en termes écologiques, ben on nous empêche, on nous isole. C'est-à-dire que tout à l'heure, Saïda, quand tu disais on n'arrive pas à travailler les uns avec les autres, etc., mais c'est fait exprès. C'est-à-dire qu'il y a un quadrillage tel que, voilà, on est empêché. Cette histoire de communautarisme, Attends, Soukaina, je finis, j'en ai pour 5 minutes, d'accord ? Cette histoire de communautarisme, etc., c'est fait pour criminaliser l'organisation politique. Et donc, non, nous, on cherche. Moi, je vous ai dit, il y a 5 ans, j'ai mené avec d'autres cette lutte écologiste et ça nous a été refusé. Donc je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme, d'un côté, il y a des gens qui n'ont pas le temps parce qu'ils sont trop occupés par le chômage, la misère, etc., qui n'ont pas le temps de se soucier d'enjeux nobles, d'enjeux environnementaux, et de l'autre côté, des personnes qui ont le temps, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des personnes qui luttent. Certaines personnes, lorsqu'elles luttent, sont légitimes pour lutter, pour mener ces luttes. D'autres personnes sont disqualifiées, sont criminalisées, etc., etc. Mais bon, après, on ne lâche pas, mais il faut dire aussi que voilà, des luttes écologistes, nous, par exemple, on en a mené une et on l'a gagnée. Et ça, il faut le dire, et c'est pour ça que je le répète souvent. Merci Fatima. Mais ça va être l'heure effectivement de mettre les enfants au lit, je crois, et puis de clôturer le débat doucement. Du coup, je vais prendre un dernier tour de table
une idée, quelque chose que ce débat vous a évoqué en 1 minute, donc assez brièvement, une idée avec laquelle vous repartez ce soir. Voilà. Qui commence? Aline, par ordre alphabétique. C'est pas vrai, c'est Ali parce qu'il y a des lettres C'est en moins. vrai. Bon, bah Ali, alors, par ordre alphabétique. Je voyais le A et j'ai oublié les autres La lettres. balance. Une dernière idée, je sais pas trop, moi je dirais, aller faire un petit bisou à ma maman avant d'aller dormir et l'encourager, parce qu'elle aussi fait des choses superbes sur son côté dans l'associatif, plus pour les femmes, mais ça reste aussi, quelque chose qui va traverser aussi les enfants de ces femmes et donc du coup, je pense que c'est, aller encore plus, aider ma maman, dans son côté associatif. Merci Ali. Aline, du coup? Il y en a plusieurs des idées que je retiens personnellement. Voilà, déjà continuer la transmission envers les enfants, hein, vu que de toute façon ils participent quasiment à toutes les réunions, les manifs et les événements qu'on organise, ça se fait. Au niveau des syndicats, au niveau pour le travail et pourquoi pas créer un petit groupe, un petit collectif des mères à Liège, ça sera peut-être pas mal. Merci Aline. Caroline, on poursuit l'ordre alphabétique, mais je mettrai Fatima en dernière. Beaucoup de gratitude pour ces échanges à cœur ouvert. Et comme Aline, hein, la question, Fatima l'a dit, je crois que dans son livre La puissance des mères, c'est vraiment la mère comme sujet révolutionnaire, mais c'est l'enfant aussi, les enfants, tu l'as dit aussi juste avant Aline, cette transmission. Et donc, ça donne aussi beaucoup d'espoir et d'endurance quand on sait pour qui on lutte. Donc voilà, merci beaucoup. Saïda? Oui, voilà, moi, je repars avec des idées plus claires. Donc voilà, moi je me vois travailler doucement mais sûrement, tout doucement, avec des petits pas, mais essayer voilà, de commencer par des petits terrains et voilà, avec peu de gens et de grandir tout doucement. C'est plus clair pour moi à ce niveau-là, en tous les cas. Et un grand merci à tous les participants et merci pour votre participation et pour l'écoute qu'on a pu avoir aujourd'hui. Merci. Merci Saïda, c'était avec plaisir. Mais Fatima, peut-être pour un mot de conclusion. Oui, bah alors moi je vais conclure juste alors en répondant à une question là qui était sur le chat que je viens de voir sur pourquoi un front de mère et pas un front de parents, bah, rapidement pour dire qu'en fait ce sont les mères, comme j'ai dit tout à l'heure, qui s'occupent pour l'essentiel de l'éducation des enfants, voilà, de changer les couches, de faire la vaisselle, de faire à manger, etc. Et ce sont les mères qui, en tout cas dans les quartiers populaires en France, mènent beaucoup des luttes qui sont menées. Il n'y a pas de raison qu'au moment d'apparaître symboliquement, dans l'intitulé même de l'organisation, en fait, on invisibilise ça avec cette entité qui s'appelle parents. Donc, non, nous, et aussi dans une perspective féministe, en fait, on tient à visibiliser en fait, la réalité de ce que font les unes et les autres, les uns et les autres. Voilà, rapidement pour le... Et puis, le front de mer, c'est tellement poétique que, bon, voilà, c'était trop tentant d'utiliser ce nom-là. Et puis, oui, alors pour terminer, juste dire que je suis vraiment ravie de vous avoir rencontrés les uns les autres. Voilà, moi aussi, j'ai appris plein de choses. Voilà, c'est toujours intéressant aussi de voir ce qui se passe en France, ce qui se passe en Belgique, d'échanger sur ce qui est commun, ce qui est différent, etc. Et puis, j'espère, oui, qu'on sera amené à prolonger ces échanges-là, ces débats-là, ailleurs. Oui, s'il y a des... Alors, il y a déjà Mères au front qui existe, on en a parlé, il y a le collectif des Madrés, et pourquoi pas quelque chose donc à Liège, tu disais tout à l'heure, je crois que c'était Liège, j'ai pas entendu, oui, c'était Liège. Hein. Oui, c'est ça. Donc voilà, et peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir et de rediscuter et puis de prolonger un petit peu encore une fois ces échanges et ces luttes, parce que voilà, l'idée quand même au bout du bout, et j'espère qu'un jour on pourra y arriver, c'est vraiment l'organisation de mères internationalistes, voilà, que ce soit en France, en Belgique, comme j'ai dit tout à l'heure, en Argentine, elles ont été capables en Argentine et en France de se lier. Donc voilà, il y a des mères en Espagne, en Italie, voilà, un petit peu partout, quoi. Et qu'on se dise bien qu'on est un sujet politique universel. Et il n'y a pas de raison, ça peut bien marcher.
Merci pour ce mot de conclusion. Moi, je conclurai sur l'importance de remettre au centre le principe d'égalité pour une organisation plus majoritaire comme la mienne, et sans doute se mettre se mettre au service de luttes auxquelles on apporte peut-être moins de soutien. En tout cas, je retiens ça pour moi personnellement. Donc, ce principe d'égalité qui me semble au centre de tes luttes et des luttes à mener encore dans le futur. Je remercie tout le monde. Je vais mettre un terme au Facebook Live. Donc, je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis par Facebook Live et je vous souhaite une bonne fin de soirée.